Si vous voulez apprendre à créer vos propres jeux vidéo, eh bien surtout restez avec moi car c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et aujourd'hui, ce que je vous propose justement, c'est d'apprendre les bases de Godot, le moteur de jeu libre et gratuit. Traduction, eh bien ça vous coûtera 0 €, 0 centimes pour créer vos propres jeux sur un moteur qui est justement en pleine évolution. Et c'est ce que je souhaite vous faire découvrir aujourd'hui. Concrètement, ce qu'on va faire, eh bien, c'est qu'on va créer un petit platformer dont le but sera de récolter les petites pièces qui vont tomber du ciel petit à petit. Et ça nous permettra de voir plein de choses essentielles, bien sûr, pour la création de jeux vidéo, l'utilisation de sprites, la création d'un personnage, le début des mécanismes de mouvement, de saut, la gestion des collisions, la gestion du hors-écran, voilà le petit game over, le rechargement du niveau, en bref, tout un tas de choses qui vous sont indispensables pour créer vos jeux. Et juste avant de commencer, si vous ne me connaissez pas encore, moi je m'appelle Bertrand et sur ma chaîne, je vous propose tout un tas de tutoriels, de vidéos qui vous permettent de prendre en main toute la puissance de la technologie, que ce soit sur votre appareil photo, sur votre ordinateur, sur votre tablette, sur votre smartphone, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre, on est de plus en plus et ça me fait vraiment plaisir de vous y retrouver. Allez, nous, assez parlé, on se lance à la découverte de Godot. Commençons d'abord par installer tout le nécessaire pour créer vos propres jeux vidéo. Et pour ça, on a besoin d'un moteur de jeu. Celui qu'on va utiliser, c'est Godot Engine, qui est un moteur de jeu totalement gratuit et open source. Ça veut dire qu'il ne vous coûtera rien et que tout le monde peut en fait avoir accès au code et l'utiliser. Donc on se rend sur godotengine.org et on clique simplement sur télécharger la dernière version. Bon, là je suis sur Windows. Et on va simplement choisir Godot Engine qui est juste ici. Voilà, ça se télécharge, on ouvre le dossier. Et pour l'installation, eh bien, on n'a rien de plus simple. On a juste ici l'exécutable qu'on va prendre et qu'on va glisser à l'endroit de notre choix sur notre ordinateur. Voilà, dans mon cas, je l'ai mis ici sur le bureau. Je double-clique simplement dessus et Godot se lance directement. Et oui, ici, vous n'avez même pas besoin de l'installer, etc. On télécharge, on clique et c'est parti. On va y revenir. Juste avant ça, je vous propose aussi de vous rendre sur mon site web pour télécharger tous les fichiers que nous utiliserons dans ce tutoriel. J'ai tout mis à votre disposition dans un seul fichier et donc allez simplement le récupérer sur mon site. Les liens se trouvent de toute façon dans la description de la vidéo, donc allez y faire un petit tour. À présent, je vous propose de créer votre premier jeu vidéo et pour ça, on va simplement cliquer sur le bouton « Créer » de la fenêtre qui apparaît juste ici. Je clique et ici, nous avons plusieurs paramètres à remplir. Le premier, c'est le nom de votre jeu. Là, on va l'appeler « Mon premier jeu ». Le chemin du projet, qui est juste ici, c'est le dossier qui contient tous les fichiers de votre jeu. On va cliquer sur « Parcourir » et ensuite, à vous de choisir un dossier qui vous plaît. Moi, je vais créer un dossier Godot. Et je vais sélectionner ce dossier. Vous pouvez ensuite choisir le type de projet que vous voulez créer, soit en mode Forward Plus, pour les jeux principalement à destination des PC de bureau, etc. Mobile, pour les jeux à destination des plateformes mobiles comme les iPhones ou les smartphones Android. Ou compatibilité pour les jeux PC de bureau, mobile et web. Nous, on va partir sur du Forward Plus. Le jeu sera à destination des PC de bureau. Et bien sûr, des PC portables. On clique ensuite sur « Créer ». Une fois Godot lancé, vous vous retrouvez à présent dans l'interface principale de Godot. Ici, il y a pas mal de zones disponibles, mais je vous conseille dans un premier temps de ne pas trop y faire attention. On va découvrir ça au fur et à mesure de cette formation. Et la première chose que nous allons découvrir, eh bien, c'est qu'ici, on a la possibilité de choisir entre la vue 2D et la vue 3D. Nous, on va créer, comme vous l'avez vu dans l'intro, une vue en 2D. Donc on va passer en 2D. Ici, au centre de l'écran, vous retrouvez votre jeu à proprement parler. Pour l'instant, ce jeu est totalement vide. Pour commencer à combler le vide et à créer votre jeu, vous devez comprendre une notion fondamentale dans Godot. C'est la notion de scène et de nœud. Alors, la scène, c'est quoi? Eh bien, c'est tous les éléments qui vont être dans votre jeu et que vous pourrez programmer, réutiliser, etc. Par exemple, un niveau entier est une scène. Mais un personnage, par exemple, dans votre jeu est également une scène. Voilà, ce genre de choses. Et dans ces scènes, on va retrouver ce qu'on appelle des nœuds, des fonctionnalités
comme par exemple des sprites, les images que vous allez manipuler dans votre jeu, ou encore des éléments de physique ou des blocs de collision. On va voir ça ensemble. Premièrement, je vous propose de créer votre premier niveau. Pour ça, on va dans ce menu scène et on choisit scène 2D. On clique et directement cela nous crée ce qu'il appelle un node 2D. Donc ça, c'est parfait. Il ne nous reste plus qu'à l'enregistrer. On fait scène, enregistrer la scène. Comme c'est la première fois que nous enregistrons cette scène, eh bien, il nous demande où est-ce qu'on souhaite l'enregistrer. Le chemin qui est juste ici, eh bien, c'est le répertoire dans lequel est stocké tous les fichiers de votre jeu. Nous, on va en créer un deuxième à l'intérieur en faisant un clic droit et en choisissant Nouveau dossier. Ici, on va l'appeler scène. On clique avec OK. Et notre scène, au niveau du nom du fichier, on va l'appeler niveau 1. .tscn, ça, c'est l'extension utilisée par Godot pour les scènes. Donc on le laisse comme ça et on choisit enregistrer. Si on regarde à présent d'ailleurs ici à gauche, dans cette partie de l'écran, on voit qu'on a un onglet système de fichiers. Ça, c'est tous les fichiers qui sont contenus dans le dossier de votre jeu. Et notamment, on va retrouver notre dossier scène qu'on a créé et si on le déplie, eh bien, on retrouve notre niveau qui est ici. Maintenant, admettons que je souhaite lancer mon jeu parce que j'ai envie de profiter justement de ce que je viens de créer juste ici. Eh bien, je vais cliquer sur Play. Ici, Godot va me dire qu'on n'a pas encore de scène principale. Donc, c'est quoi la scène principale? C'est la scène qui va se lancer quand on va lancer le jeu. Donc, on va cliquer soit sur Sélectionner, si on veut sélectionner nous-mêmes la scène, ou si la scène qu'on veut définir comme scène principale est justement celle qui est ouverte actuellement, on peut cliquer sur Choisir l'actuelle. Dans ce cas-ci, ça fonctionne très bien. Notre niveau 1, eh bien, c'est bien le niveau qu'on veut lancer quand on lance notre jeu. Donc on choisit Choisir l'actuelle. Le jeu se lance dans cette fenêtre-ci. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement? Eh bien, on voit que ça contient rien. Évidemment, parce que nous, on a juste créé une scène vide. Et bien, dans cette scène vide, comme son nom l'indique, il n'y a rien. Et on va compléter ça, bien évidemment. Mais pour l'instant, on va quitter cette fenêtre de prévisualisation de notre jeu. On y reviendra plus tard, mais déjà, vous savez comment créer un niveau. On va à présent s'attaquer à la création de notre joueur, de notre petit personnage que l'on va contrôler. Pour ça, j'ai d'abord besoin d'importer les fichiers, les graphismes de mon personnage. Ici, dans le système de fichiers, je vous propose de faire un clic droit et de choisir Nouveau dossier. Là, je vais créer un dossier qui s'appellera Assets. C'est généralement ce que je vous conseille de faire. Et un dossier Assets, ça va servir à quoi? Eh bien, ça va servir à mettre les images que vous allez importer dans votre jeu, les musiques, les effets, etc. Vous voyez avant tout Godot et un moteur de jeu comme un logiciel de montage. C'est dans ce logiciel que vous allez assembler tout ça, les programmer pour en faire vraiment un jeu. Vous n'allez pas créer par exemple un personnage dans Godot, vous allez le dessiner par exemple dans GIMP, dans Illustrator, dans Procreate, etc. Et vous allez l'importer. Donc nous, c'est ce qu'on va faire. On va avoir un dossier Assets. On va faire OK. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre les fichiers que vous avez téléchargés sur mon site et de prendre p1_spritesheet.png. Si j'ouvre cette image, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, il s'agit ici de ce qu'on appelle une spritesheet. Ça veut dire tous les dessins qui servent à faire une animation pour un personnage donné. Ici, en fait, on a les dessins pour le personnage quand il est immobile. Ici, on n'en aura qu'un. On aura une animation pour quand le personnage saute, par exemple. Et on aura aussi une animation pour quand le personnage va marcher. Vous voyez l'idée? Et là, pour la marche, on aura plusieurs dessins qu'il faudra faire défiler un à un pour donner cette impression de mouvement, d'animation. On va voir ça plus dans la pratique. On va prendre cette image et on va venir la glisser dans le dossier Assets. Voilà, Godot l'importe et on voit maintenant que si on déplie ce dossier Assets, on a bien notre spreadsheet qui est disponible dans le dossier. Donc on va pouvoir l'utiliser pour la création de notre personnage. Et pour notre personnage, eh bien là aussi on va créer une nouvelle scène. Pour ça, scène, nouvelle scène. Vous pouvez aussi utiliser CTRL-N.
Là, vous voyez qu'on a maintenant deux onglets qui sont apparus juste ici. On a l'onglet de notre niveau 1, qui est pour l'instant vide, et une deuxième scène qu'on vient juste de créer et qui va nous servir à créer notre personnage principal. On va cliquer sur le bouton plus et on va chercher le caractère body 2D. Un caractère body 2D, eh bien, c'est ce qui va vous servir de base à créer des personnages en 2D, donc c'est parfaitement ce qu'on cherche ici. On clique sur créer. Et ce caractère body 2D, eh bien maintenant, il est présent juste ici. D'ailleurs, maintenant qu'on vient d'ajouter ça, je vous propose également d'enregistrer la scène. Scène, enregistrer la scène. Le raccourci, c'est CTRL-S. Et cette fois-ci, on va l'appeler joueur. On clique sur enregistrer. On voit qu'on a à présent une scène joueur qui est venue s'ajouter dans les fichiers de notre jeu d'ailleurs. Mais ce que l'on vient de créer ici, c'est juste en fait la physique de notre personnage, le caractère body 2D. Et nous, on a besoin d'autre chose en plus. On a besoin de l'image et on a besoin aussi d'une zone de collision qui permettra de calculer justement les collisions avec d'autres éléments des jeux, comme les plateformes par exemple, ou encore les pièces qui vont tomber. Et on aura aussi besoin d'un peu de code pour lier tout ça ensemble. Alors c'est parti, on y va. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit plus qui se trouve juste ici, qui nous permet d'ajouter un nouveau nœud à notre scène du joueur. Et ce qu'on va aller chercher maintenant, eh bien, c'est simplement les sprites. Donc on va taper sprite, et on voit que dans nos nœuds 2D, on a des sprites 2D et on a des sprites animés en 2D. La différence, c'est que les sprites animés en 2D vont gérer les animations et c'est ce dont nous allons avoir besoin pour gérer la marche. Par exemple, un sprite 2D, ça sera plutôt pour une plateforme, par exemple, qui ne sera pas animée et dont le dessin ne changera pas. Donc on choisit Animated Sprite 2D et on choisit Créer. On a à présent ces sprites animés en 2D qui sont ajoutés à notre scène. Donc c'est parfait, on va pouvoir se rendre dans la fenêtre ici à droite, dans cette zone ici à droite, pour pouvoir venir configurer tout ça et notamment choisir l'image qui sera affichée. A noter que ici, cette zone inspecteur, eh bien, elle va changer en fonction du nœud que vous sélectionnez dans votre interface. À ce niveau-ci, ce que je vais venir faire, c'est que je vais faire attention de bien avoir choisi Animated Sprite 2D juste ici, et je vais dérouler l'onglet Animation. Quand je clique ici, je peux trouver Sprite Frames, qui est simplement les sprites, les dessins utilisés par votre personnage. Là, on voit que par défaut, c'est à vide, on peut cliquer dessus et on peut choisir Nouveau Sprite Frames. Donc si je reclique dessus à présent, eh bien j'ai à présent, ici, cette fenêtre qui vient s'afficher et qui va me permettre de gérer mon animation. Et maintenant, ce que je vais faire, eh bien, c'est que je vais cliquer ici sur Ajouter des images depuis une feuille de sprite. On clique et on vient maintenant dans Assets choisir la feuille de sprite que nous avons importée au tout début de ce chapitre. On double-clique et ici on arrive sur une nouvelle fenêtre. Cette fenêtre, elle vous montre au final toutes les images contenues dans votre feuille de sprite. Donc pour rappel, c'est vraiment toutes les parties d'une animation. Et ici, on retrouve en vrac, dans cette feuille, l'animation, on va dire, statique, quand il ne bouge pas, ce qu'on va appeler idle, mais aussi les animations de marche, de saut, etc., etc. Bon, on va commencer simple en se disant que pour notre animation où il ne bouge pas, eh bien, il va vraiment rester fixe. Donc, on n'aura besoin que d'une seule image. Donc, on va venir la sélectionner. Pour ça, on a ici horizontale et verticale qui nous permet au final de diviser notre feuille en plusieurs parties. Et là, on voit qu'on a 3 parties verticales. Donc dans verticale, je vais venir descendre à 3. On voit que la grille s'adapte bien. Et en horizontal, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parties. Et donc, je vais venir adapter cette grille en choisissant horizontal 7. On voit que les carrés, ils sont très bien adaptés maintenant et que chaque sprite est contenu dans un carré. En tout cas, plutôt un rectangle dans ce cas-ci, mais en tout cas dans une zone. Maintenant que nous avons ces zones qui sont bien séparées, bien délimitées, alors sur cette sprite sheet, les choses ne sont pas parfaites. Au niveau du découpage, bon, c'est pas tellement grave, ça nous suffira pour notre premier jeu. Mais maintenant que c'est découpé, eh bien, comme on le voit, on peut simplement cliquer
sur une image pour venir la choisir. On peut cliquer sur d'autres images si notre animation comporte plusieurs images. Là, ça ne va pas être le cas, on aura simplement besoin de notre image 0 qui se trouve juste ici. Quand cette première image est sélectionnée, on clique sur « Ajouter une trame ». Voilà, c'est bon, on a à présent une animation qui est en fait pas réellement une animation vu qu'elle tient qu'une seule image. On fera des animations à plusieurs images après, qui seront réellement des animations d'ailleurs, mais pour l'instant on ne se complexifie pas trop la vie. On va juste cliquer sur Default, simplement pour en changer le nom, et ici on va l'appeler Idle. Idle, c'est les animations fixes d'attente qu'on retrouve quand votre personnage ne bouge pas dans un jeu. Voilà, je clique ailleurs pour valider, et on a à présent notre personnage qui est ici. À présent, ce que je vous propose de faire, c'est de manipuler un petit peu cette vue centrale. Pour ça, vous pouvez utiliser la roulette de votre souris pour zoomer ou dézoomer, et vous pouvez maintenir la roulette de votre souris enfoncée pour venir déplacer votre vue. Vous maintenez la molette centrale et vous bougez la souris. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va bien aligner notre personnage avec la ligne centrale qui se trouve ici. Donc on prend le perso et on vient le poser précisément sur la ligne, ce qui nous permet de bien l'aligner. Voilà, c'est bon pour ce qui est à présent de la partie visuelle. Mais ce n'est pas tout, puisque ici, si on regarde, d'ailleurs, on a un petit avertissement en orange qui s'affiche ici, qui nous dit que ce nœud n'a pas de forme et qu'il ne peut donc pas rentrer en collision ou interagir avec d'autres objets. Autrement dit, si on a une plateforme, il ne pourra pas venir toucher cette plateforme. Et donc ça, on va devoir le régler en créant nous-mêmes ce qu'on appelle la hitbox, ou en tout cas la zone de collision. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on revient choisir notre caractère body 2D, on reclique sur le petit plus, et on va venir rechercher maintenant collision. Et on va choisir collision shape 2D. On clique sur créer. Ça nous permet de définir une forme, et c'est cette forme qui sera gérée pour les collisions. Une fois que ça c'est sélectionné, on vient à droite toujours dans l'inspecteur, et au niveau de shape, forme en français, on voit que la traduction n'est pas encore parfaite dans Godot, on a vide, là aussi on va cliquer dessus, et on va choisir nouveau capsule shape 2D. Une capsule qui est souvent utilisée pour gérer les collisions au niveau d'un personnage. C'est cette zone-ci qui sera, entre guillemets, la zone que vous allez manipuler dans votre jeu. On prend cette zone et on vient l'agrandir. Voilà, vous voyez qu'on a un petit point ici qu'on peut cliquer et maintenir et tirer comme ça pour l'agrandir verticalement. Et pareil ici pour l'horizontale. Et on vient faire en sorte de venir vraiment englober notre personnage. Voilà, ça c'est pas mal et ça nous servira de zone de collision. Parfait. Et il ne nous manque plus pour lier tout ça que la partie script. Alors, pas de panique pour l'instant, je vais simplement revenir sur mon caractère body 2D et je retrouve ici un petit bouton plus avec un genre de feuille comme ça qui s'appelle attacher un nouveau script ou un script existant ou nœud sélectionné. Je vais cliquer dessus également et ici, je peux choisir un modèle. Donc je vais cocher modèle et par défaut, il nous propose caractère body 2D basic movement. C'est un script qui est déjà codé pour vous par l'équipe de Godot et qui vous permet de gérer les déplacements. Donc ça, c'est super. Et on voit juste ici un onglet chemin. Je vais juste cliquer sur le dossier pour indiquer où je souhaite stocker ce script. Alors ici, quand on travaille sur un petit jeu, on peut très bien venir créer un nouveau dossier qu'on appellera script. Au final, on n'aura pas beaucoup de scripts dans notre jeu, donc on peut les globaliser là-dedans. On clique sur OK, et on voit qu'on a un fichier qui s'appelle joueur.gd. On clique sur Ouvrir. C'est très bien, maintenant on clique sur Créer. Ici, on voit qu'on passe sur une vue script. Cette vue script, elle peut être sélectionnée juste ici en haut. Vous voyez que là, si je clique sur 2D, on revient sur la vue 2D. Si je viens sur la vue script, on revient sur le script lié à mon élément. Donc c'est parfait, vous voyez maintenant comment switcher entre les deux. Sur ce script, pour l'instant, on ne va pas faire grand chose. On verra le code un petit peu plus tard.
pour l'instant, on ne s'embête pas. Sachez que c'est vraiment un code qui est créé pour vous, comme je disais, par Godot. Et donc, pour l'instant, on peut le laisser tranquille. On essaiera de comprendre ça un peu plus tard dans la vidéo. On repasse sur 2D et on peut enregistrer la scène. Raccourci, CTRL-S. Ok, on a à présent notre caractère body, notre animation et notre collision. C'est parfait. On a déjà un prototype de joueur fonctionnel. Alors il est temps de l'utiliser, ce petit joueur, et de venir dans la scène niveau 1. On voit que dans notre dossier scène, qui est juste ici, eh bien on retrouve notre joueur qu'on peut maintenant venir et glisser directement dans la zone de jeu, dans notre niveau 1. Voilà, c'est bon, on a à présent notre joueur, et qu'est-ce qui se passe maintenant quand on lance notre jeu ? Hop, on voit que notre personnage, eh bien, il descend comme ça, hop, pile poil vers le bas. Pourquoi ? Parce qu'on a bien la physique qui est gérée maintenant, là on a un environnement 2D, et donc ce qu'il se passe, eh bien, c'est assez simple à comprendre, c'est qu'il n'y a rien pour retenir notre personnage. Et donc, si on veut retenir notre personnage à présent, eh bien, on pourrait commencer par venir toujours dans la scène de notre niveau, cliquer sur le petit plus, et chercher maintenant un Static Body 2D. C'est quoi un Static Body 2D ? Eh bien, c'est une physique qui ne va pas bouger. C'est un objet physique qui ne pourra pas être bougé par des forces externes, comme on dit ici. Et donc, qu'on pourra laisser en place et qui ne seront pas atteintes par la gravité, par exemple. Donc, on le crée. Et ce Static Body 2D, il aura besoin de quoi ? Il aura besoin également d'une collision. Et donc on va reprendre ce Static Body 2D, je clique bien dessus et je clique sur le petit plus de nouveau. Et je vais chercher une collision de nouveau. Je vais chercher Collision Shape 2D. Maintenant, j'ai bien ma Collision Shape 2D qui est sélectionnée. Et ce que je vais faire ici, dans les paramètres, dans l'inspecteur, je vais venir sur Shape, Forme, je clique, et là, je vais simplement venir créer, par exemple, un rectangle. Tout simplement. On voit que quand c'est fait, eh bien, il apparaît juste ici. J'ai toujours les points que je peux cliquer, venir étirer, et je peux cliquer à l'intérieur et venir le déplacer tout simplement. Voilà, je vais venir créer une plateforme qui sera invisible dans un premier temps. Et maintenant, si je lance le niveau, on voit que mon personnage il est bien sur la plateforme. Mieux encore, grâce au script, le code est présent et je peux utiliser les flèches de mon clavier pour venir déplacer ce petit personnage. Mieux encore, si vous appuyez sur la barre espace, vous voyez que vous pouvez sauter. Ça, ce sont des fonctions qui sont déjà intégrées au script. Et ici, ça devrait déjà commencer à devenir satisfaisant de voir le personnage bouger. Ok, mais à présent, si je lance le jeu, on voit bien le problème. On est ici sur une plateforme qui est invisible, et donc c'est injouable. Et si je m'approche un peu trop du bord, eh bien, je tombe dans le vide. Alors pour ça, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va commencer à créer les plateformes de notre niveau. Et pour ça, en 2D, on a un truc génial, ce sont les sprite sheets. Alors ces sprite sheets, ça va fonctionner un petit peu comme ce qu'on a vu précédemment avec les animations. On va avoir une image qui contient tous des éléments qui vont nous servir à créer notre niveau et qu'on va pouvoir assembler tout simplement en prenant par exemple voilà, ce petit carré là pour une plateforme, en créant plusieurs, en utilisant par exemple ici cet élément-ci pour venir finir la plateforme par exemple, et celui-ci pour venir le mettre à gauche et également finir la plateforme. Alors attention, ici on se retrouve avec tous ces éléments bien sûr dans le même fichier. On peut aussi en trouver à part, etc. Mais bien souvent, ça sera fourni comme ça. Et si on zoome un peu, on voit qu'ils ont tous une taille fixe. Ici, c'est une taille de 70 pixels, 70 pour nos amis français. Et on voit également qu'il y a à chaque fois une petite séparation d'un pixel autour de chaque élément, comme on le voit bien ici. Alors ça, il faudra en prendre en compte, bien évidemment. Allez, on passe à la pratique. Ce qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on prend le fichier tiles spritesheet.png, on le prend et on glisse dans les assets. Voilà,
Godot l'a importé pour nous. Et maintenant, on va pouvoir exploiter ça. La première chose que je vais faire, c'est que je vais venir supprimer ce static body 2D qui était là juste pour la démo, pour voir que notre perso peut bien se déplacer. On clique droit dessus et on choisit supprimer. On choisit ensuite OK. Maintenant, on va revenir dans notre scène de niveau toujours et cliquer sur le petit plus. On va venir chercher après tilemap. Et on ne va pas prendre tilemap parce que c'est un élément qui est déprécié. Ça veut dire que Godot déconseille de l'utiliser et vous conseille plutôt d'utiliser un tilemap layer. On clique sur créer. Et on se retrouve avec notre tilemap layer ici dans notre scène. Ce qu'on va faire à présent, c'est qu'on va directement se retourner avec tilemap layer de sélectionner bien sûr, directement venir ici dans l'inspecteur. Dans l'onglet Tilemap Layer, on va retrouver Tileset. Ici, on va cliquer sur Nouveau Tileset. Là, on va bien sûr exploiter l'image qui se trouve ici. Et donc, je vous ai donné les dimensions à renseigner. On va cliquer sur le Tileset et on va choisir dans Tile Size 70 pixels et en Y 70 pixels. Ça, c'est pour dire à notre Tilemap Layer, qu'on voit apparaître ici d'ailleurs, tous ces petits carrés qui vont nous permettre de créer tout le graphisme de notre niveau, en tout cas pour ce qui sera de ces éléments de décor, eh bien, chaque carré fait 70 pixels, donc ça, c'est parfait. Il ne nous reste plus qu'à venir toujours avec le Tilemap Layer de sélectionner dans cette fenêtre contextuelle qui est apparue en bas. Elle apparaît que quand Tilemap Layer est sélectionné, comme vous le voyez. On voit ici qu'on a plusieurs onglets, et notamment l'onglet Tileset. On vient sur Tileset et ici, on va prendre le Tile Spreadsheet et le glisser simplement sur cette fenêtre. Ça va nous permettre de créer toutes les tuiles avec lesquelles on pourra limite peindre notre niveau. Donc là, il nous demande de le créer automatiquement. On va lui répondre oui parce qu'on a déjà donné les bonnes dimensions. Cependant, et on le voit ici par le découpage orange qu'on voit bien au niveau de cet écran, et des petits carrés qui apparaissent quand je survole à la souris, on voit bien qu'il y a un décalage qui s'est fait à cause de cette petite marge dont je vous parlais tantôt. Autant le premier il est plus ou moins bon, autant on voit que ça commence à se décaler. Et donc là, il faut indiquer la petite marge qui se retrouve dans ce fichier justement. Et là, on va le retrouver dans séparation. En séparation, on va augmenter ça à 2 pixels en X, ça veut dire en horizontal, et à 2 pixels en Y, c'est-à-dire en hauteur. Ce qui nous permet, et vous le voyez bien maintenant, d'avoir les carreaux qui sont parfaitement alignés avec tous mes éléments. Donc à partir de là, je vais pouvoir utiliser tout ça pour peindre, et vu qu'il m'a fait un découpage automatique, eh bien, voilà, c'est parfait, on va pouvoir y aller. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir du coup dans l'onglet Tilemap. Ici, vous pouvez venir sélectionner n'importe quel élément. Admettons que je choisisse ici cette plateforme et venir tout simplement cliquer une fois pour venir ajouter cet élément sur mon niveau. Alors là, je n'ai pas choisi peut-être la meilleure, je vais choisir celle-ci au milieu. Voilà, c'est parfait. Ça, c'est les plateformes centrales. On voit que celle-ci, ça se ferme à droite et on voit que celle-ci, ça se ferme à gauche. Ok, vous voyez l'idée? Et donc ici, avec celle-ci qui se ferme à droite, je clique ici. On ferme quelque part, vous voyez, la plateforme. Et avec celle-ci, centrale, je reviens encore une fois ici. Et avec celle-ci, qui se ferme à gauche, je viens cliquer ici pour justement remplacer la mauvaise. Et vous voyez que comme ça, j'ai créé une plateforme et que je peux venir vraiment m'amuser à en créer plusieurs si l'envie y est. Maintenant, je pourrais aussi avoir envie de venir effacer celle-ci. Et bien pour ça, rien de plus simple. Je vais venir sélectionner ici l'outil gomme. Je clique et je viens sélectionner là où je veux enlever une tuile. Je reclique sur la gomme pour l'enlever. J'ai bien le crayon d'enfoncer. Paint Tool, l'outil peinture, et je peux maintenant venir reprendre n'importe quelle autre plateforme de mon choix, refaire une plateforme. Donc là, j'en crée une simplement ici. Hop. Voilà, vous voyez bien le concept. Je sélectionne les plateformes avec lesquelles j'ai envie de venir peindre.
Et je peux bien sûr comme ça venir vraiment créer le niveau que je souhaite. Voilà, admettons que je décide de créer ça par exemple. Eh bien, c'est pas mal parce qu'en soi, je viens de créer mon niveau. Regardez par exemple ici, j'ai une texture d'eau, donc je peux venir la sélectionner et cliquer pour venir peindre un petit peu de l'eau. Vous voyez, je clique et je maintiens pour venir peindre un peu de l'eau à travers tout. Donc ça, c'est cool également. Et si maintenant je souhaite élever ou modifier un petit peu mes tiles, je peux venir simplement prendre l'outil de sélection qui est ici, je clique. Alors là, je ne peins plus, mais je peux venir cliquer, maintenir, sélectionner, et hop. Et ensuite cliquer et maintenir pour bouger un petit peu ce tileset justement. Et là, bah, c'est pas mal, hein. Là, c'est pas mal, on commence à avoir vraiment un décor qui est en train de prendre place. Et vous voyez qu'en fait, tout ça, eh bien, c'est stocké où? C'est stocké dans ce tilemap layer. Donc on a vraiment deux notions ici. Les tilemaps, c'est ce qui s'affiche ici à l'écran, bien sûr, et qui compose votre niveau. Et le tileset, c'est entre guillemets votre matière première pour venir composer votre tilemap. Et l'avantage avec ça, bien sûr, c'est que je peux venir éditer tout ça à tout moment. Il suffit que j'ai bien mon tilemap de sélectionner, que j'aille dans tilemap, et que je prends par exemple l'outil de sélection qui est ici, pour venir sélectionner des éléments, et je peux appuyer sur Delete par exemple sur mon clavier pour les supprimer tout simplement. Pareil ici, pareil ici. Là, si j'ai envie de copier ce que je viens de faire là, bah, je sélectionne tout. Et un petit CTRL-C, CTRL-V va me permettre de faire un copier-coller de ces éléments-là. Vous voyez avec quelle vitesse je peux venir tout simplement m'amuser à venir déplacer tout ça. Donc là, bah, je vais faire 3 plateformes, CTRL-C, CTRL-V encore une fois. Voilà, par exemple. Et là, je me dis, bah, c'est cool. Au final, j'ai 3 plateformes qui sont ici. Je pourrais continuer et faire tout un niveau comme ça. C'est vraiment pas un problème. Et maintenant que j'ai bien disposé mes plateformes comme je le souhaite, eh bien, je peux me dire, ok, bah, je vais lancer le jeu. Et qu'est-ce qui se passe? Si je lance le jeu, ben, je vois au final, hop, mon personnage passer littéralement après les plateformes que je viens de créer. Conclusion de tout ça, eh bien, il nous manque les collisions au niveau de notre tilemap. Et comment est-ce qu'on fait justement pour avoir ces collisions? Eh bien, on va venir justement resélectionner bien notre tilemap, toujours, et venir cette fois-ci dans Physics Layers, qui est juste ici, encore une fois, dans l'inspecteur. À ce niveau-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur « Ajouter un élément ». Là, en fait, on ajoute un calque de collision. Alors, on n'a pas vraiment besoin pour l'instant de voir c'est quoi exactement, mais là, dites-vous qu'on vient d'ajouter les collisions, ou presque, parce que si on reclique sur Play, hop, on repasse de nouveau à travers. Ce qu'il nous faut faire maintenant, c'est revenir dans notre tileset, et ici, on va retrouver un onglet « Peindre ». Cet onglet peindre, on peut maintenant venir sélectionner une propriété. Et dans ces propriétés, eh bien, ce qu'on va trouver, c'est calque physique 0. Le calque qu'on vient d'ajouter juste ici pour dire on va faire une collision, en fait. Et maintenant, j'ai la possibilité, vous voyez, si je viens cliquer sur une de mes tiles, qui est ici, sur une de mes tuiles, j'ai la possibilité, vous voyez, de cliquer dessus et que ça devienne coloré pour dire au final on vient d'ajouter la collision là-dessus. On lui dit OK, on active, on peint la propriété de collision sur ces tuiles-ci. Là, je l'ai faite évidemment sur les tuiles que j'ai utilisées. Je pourrais le faire aussi sur ces tuiles de plateforme si je les utilise, etc., etc. Mais je ne suis pas obligé de les faire sur toutes. L'eau, par exemple, voilà la tuile d'eau qui se situe juste ici. Elle, j'ai pas besoin d'avoir une collision. J'ai envie que ça passe à travers l'eau, puisque bah voilà, ça sera entre guillemets mon game over par la suite. Donc là, j'ai pas besoin de collision à ce stade-ci. Par contre, j'en ai besoin sur mes plateformes. Et là, le fait d'avoir peint ces collisions sur ces éléments, eh bien maintenant, si je lance play, eh bien on voit, ça fonctionne parfaitement. Maintenant, j'ai bien la gestion des collisions et mes plateformes sont à présent fonctionnelles. Et comme je l'ai peint sur le tileset, sur la source entre guillemets de mon tilemap,
Et bien maintenant, je peux réutiliser ça dans la suite de mon niveau, il n'y a absolument aucun problème. Je peux maintenant comme ça créer mes plateformes. Donc ça, c'est super, et si vous avez compris ça, félicitations. Maintenant, il y a encore un petit détail. Admettons que je vienne sur mon tilemap peindre une plateforme qui fait un peu une descente, ou une montée par exemple, comme celle-ci. Vous voyez ce petit triangle-là. Je prends, avec le tilemap, je prends l'outil de peinture et je viens créer cette montée. Vous voyez que là, c'est parfait. Et d'ailleurs, vous voyez, hein, c'est bien conçu ici. J'ai la taille suivante qui me permet de venir bien s'imbriquer à ce niveau-ci. Bref, c'est pour la démo. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer si je viens peindre celle-ci que j'ai utilisée? On teste. On vient peindre, comme on l'a fait précédemment, et on relance le jeu. Pour l'instant, tout va bien, mais si je vais là, eh bien, on voit que la collision, elle est vraiment sur la dimension de ma tuile. Hein. Voilà, une dimension 70 sur 70 pixels. Et là, on voit que ça pose problème, justement. C'est pas du tout le type de collision qu'on veut. Alors, comment est-ce qu'on fait pour régler ça? Eh bien, on va revenir sur le tileset toujours. Et cette fois-ci, on va cliquer dessus pour le sélectionner. Vous voyez qu'en fait, quand elle est sélectionnée, elle apparaît ici à gauche. Et là, j'ai justement des petits losanges qui sont ici et qui définissent la zone de collision pour chaque tuile. Donc, vous l'aurez compris, je peux venir cliquer là par exemple et venir rapprocher ce petit losange de façon à bien épouser au final les formes qui sont là. Et ça, c'est parfait parce que maintenant, ça vient de l'adapter. Je peux recliquer. Et là, le fait de l'avoir peinte ainsi, on voit d'ailleurs que ça s'adapte. Je lance play. Et si je viens maintenant me déplacer, bien je vois que je suis bien la bonne collision à ce niveau-ci. Juste attention à ici, la collision que je suis en train de faire à ce moment-ci. Si je reclique sur une nouvelle tuile pour la peindre, admettons celle-ci, bien vous voyez que ça me crée vraiment la même collision que là. Donc ça peut être un souci si vous ne la réinitialisez pas et si vous n'y prêtez pas attention. Vous voyez que là, je suis en train de peindre seulement la moitié de la zone. Pour ça, je peux venir cliquer et remettre ça correctement au bon endroit. Voilà, là je remets au bon endroit et je reclique ici. La dernière chose, voilà, je vais revenir repeindre ce triangle-là correctement. Je peux aussi faire un clic droit sur un point pour l'enlever directement. Et là, vous voyez que ça va être beaucoup plus lisse en faisant comme ça. Donc là, je reclique bien pour appliquer et je relance. Et si vous aviez remarqué que tout à l'heure, on avait des petits problèmes de collision, que c'était pas hyper smooth, et bien ici, on voit qu'on arrive à très bien monter la pente sans aucun souci. Voilà pour ce qui est des collisions avec les tilemaps. Et là, eh bien, on peut être content parce que on a ce qu'il nous faut pour notre petit décor de plateforme. Juste, ce que je vais faire, je vais venir supprimer ces trois éléments-ci. Donc je reviens sur Tilemap, je reprends l'outil gomme et je viens gommer ces trois éléments qui étaient là plutôt pour la démo et vous montrer cette petite particularité. Là maintenant, on est bien parce qu'on a notre base pour notre petit jeu. Et ça, c'est vraiment cool. On peut passer à la suite. Ok, attaquons-nous maintenant à présent à la mécanique principale du jeu, puisque on a notre petit bonhomme qui s'est sauté de plateforme en plateforme. Eh bien, il est temps de faire tomber maintenant les pièces du ciel. Et pour ça, on va commencer par en créer une, justement, de pièces. Allez, c'est parti. Et pour ça, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer directement une nouvelle scène. Vous l'aurez compris, quand on veut créer comme ça des objets nouveaux, qu'on va manipuler et surtout réutiliser, coder aussi, eh bien, on va créer une scène à chaque fois. Maintenant, on va cliquer sur le petit plus et cette fois-ci, on va venir chercher un Rigid Body 2D. Ça permettrait d'implémenter la physique. On ne le ferait pas directement, par exemple, si on avait une pièce qui restait au même endroit, un peu comme dans Mario, par exemple. Là, on va avoir des pièces qui vont bouger, qui vont peut-être glisser sur le sol,
et donc le Rigid Body 2D va être utile. On le sélectionne et on clique sur Créer. Ce Rigid Body 2D, on va lui implémenter deux choses à présent. La première, ça va être bien sûr l'image du sprite. Et pour ça, je vous ai préparé toujours la spreadsheet avec maintenant les objets. Items Spreadsheet. Si on l'ouvre, vous voyez qu'on a différents objets qui peuvent être utiles dans un platformer. Et notamment, cette petite pièce, ça ne sera pas une pièce animée, mais c'est une petite pièce sympa, on va l'utiliser. Et donc pour ça, on va reprendre notre item spreadsheet et on le glisse, ça vous l'aurez compris, dès qu'on veut utiliser quelque chose, dans les assets qui se trouvent juste ici. Là c'est bon, on peut passer à l'implémentation. On va venir directement rajouter un nœud, et le nœud qu'on va venir ajouter, ça sera un sprite 2D, mais cette fois-ci un sprite tout à fait classique. On clique sur Créer. On a à présent notre sprite 2D, et dans l'onglet Texture, je vais cliquer, et je vais cliquer sur Charger. Je vais à présent revenir dans le dossier Assets, et choisir mon Items Spreadsheet. Ici, vous voyez que ça a chargé l'entièreté de la spreadsheet, et nous, on n'a besoin que de cette petite pièce-là. Pas de panique, on va aller toujours dans le menu qui est lié au sprite 2D, et on va venir maintenant dans Région. Cette fois-ci, on va cliquer sur Activer, et on clique ensuite sur Modifier la région. Ça nous permet de prendre uniquement la région dont nous avons besoin, en venant comme ça, vous le voyez, hop, recadrer la pièce comme ça, et en cliquant sur Fermer. À présent, on a bien la pièce, et donc ça, c'est parfait. Il nous manque maintenant une chose essentielle, vu qu'on est sur un Rigid Body 2D, c'est la forme qui servira de collision. Pour ça, je clique bien sur Rigid Body 2D, parce qu'on va ajouter la forme directement en enfant du Rigid Body, plus, et on va venir chercher une collision, Shape 2D. Une fois que c'est fait, on va dans Shape et on sélectionne maintenant Nouveau Circle Shape 2D. On voit que ça apparaît ici, et là, il nous suffit de venir la redimensionner en cliquant sur le petit point rouge, tout simplement, et de venir, la mettre au bon endroit. Ce que je vous conseille aussi, qu'on va commencer à faire, c'est de renommer les objets. Vous allez voir que ça va être très utile par la suite. Donc je double-clique, et ici, je vais appeler ça pièce. Ensuite, scène, enregistrer la scène, et on va enregistrer ça de nouveau dans le dossier scène, et on l'appellera pièce.tscn. On clique sur enregistrer. Et dans le niveau 1, ce que je fais à présent, c'est que je vais prendre la pièce, et je la glisse ici dans le niveau. On teste ce que ça donne en cliquant sur play. Et on a bien le comportement qu'on cherche, la pièce descend, bouge, et rentre en collision avec le reste. Donc ça, c'est parfait. Maintenant, il va nous falloir penser à la mécanique pour ramasser cette pièce. Et c'est ce qu'on va faire directement. Je vais revenir sur ma scène de la pièce. Et je vais ajouter maintenant un nouvel élément. Et cet élément, ça sera un area 2D. On clique sur Créer. Cette area 2D, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle va me permettre de détecter facilement les collisions. Et ça, justement, c'est ce qu'on cherche à faire ici. Et surtout, à voir quel objet est rentré en collision. Donc, cette area 2D, elle a également besoin d'une forme de collision. Et donc, on va en recréer une. On sélectionne bien cette fois-ci area 2D. Et, sur plus, on va rechercher maintenant Collision Shape 2D. On clique sur Créer. Et là aussi, on va utiliser une forme de cercle. On peut la faire un peu plus grande. Vous voyez, attention, il y a bien deux formes maintenant. Je vais la faire un peu plus grande de façon à ce qu'elle puisse détecter le joueur avant de le toucher. Ça évitera de bloquer notre joueur en l'assommant avec une pièce et en annulant les sauts, par exemple. Donc, on enregistre, CTRL-S, et surtout, on regarde bien que cette Collision Shape 2D, elle est bien enfant de cette area 2D.
Si ce n'est pas le cas, on la sélectionne et on la glisse sur Area 2D pour vraiment faire en sorte, vous voyez, que l'architecture ici soit respectée. C'est super important. En fait, on a deux formes. Celle-ci va permettre justement la gestion de la physique, le fait qu'elle puisse toucher le sol et glisser. Et celle-ci n'a pas, entre guillemets, de gestion physique. Elle va juste voir si on rentre ou pas dedans. Mais à aucun moment, elle va intervenir sur le côté physique des choses. La meilleure façon de le voir, c'est que si on lance play, on voit bien que c'est bien la pièce qui touche ici mon bonhomme ou ma plateforme. Donc, cette zone-ci sera utile uniquement pour la détection. Elle n'intervient pas physiquement dans le jeu. Et ça, et pourquoi on fait ça? C'est la question que vous pourriez vous poser éventuellement. C'est parce que la gestion des collisions est bien plus complexe sur un rigid body que sur une area 2D. Donc généralement, c'est ce qu'on va faire, l'area 2D, pour générer plutôt les comportements, ce qui se passe quand on touche la pièce, et la collision shape qui est ici, qui est mis sur le rigid body, ça c'est pour l'aspect physique des choses. C'est vraiment comme ça que ça se passe sur Godot, et ça il faut le comprendre. Maintenant, tout ça c'est bon, et il va nous falloir à présent coder tout ça. Donc pour ça, on va venir sur notre pièce, et on va cliquer sur plus au niveau du script qui se trouve juste ici, pour commencer justement le code. Au niveau du chemin, on va juste s'assurer de le mettre dans le dossier script et de l'appeler pièce.gd par exemple. Sinon, pour le reste, on garde exactement la même chose. On clique sur créer. Ici, on rentre de nouveau dans un fichier de code. Alors ici, justement, petite précision, c'est que si vous voulez vous investir pleinement dans le développement de jeu, eh bien à un moment donné, il n'y aura pas le choix. Si ce n'est pas encore le cas, il faudra apprendre à coder. Mais pas de panique, je viens de lancer, il y a un petit mois, mon méga tuto Python en un cours d'initiation complet à la programmation. Et donc cette vidéo, voilà, ici on a un petit peu plus de 5 heures, 5 heures et 9 minutes, va vraiment vous donner les bonnes bases pour commencer à coder. Et ça, c'est super important si vous voulez vous impliquer vraiment à 100% dans le développement de jeu. Vous allez voir que dans la suite du tuto, je ferai mon max pour que vous essayiez de comprendre assez bien, même si vous ne savez pas encore coder à ce moment-ci. Mais pour vraiment bien comprendre et pouvoir faire vraiment ce que vous voulez, vous avez besoin de ces bases en programmation. Le méga tuto Python, il est vraiment là pour ça et je vous encourage vraiment à le faire. Une fois que vous aurez compris ces bases-là, vous ouvrirez un éventail de possibilités, vous n'imaginez même pas. Donc ça, c'est le méga tuto Python. Je vous le conseille, ça va vraiment vous aider. Il est gratuit, il est complet et le lien se trouve en description de la vidéo. Et bien sûr, la vidéo se trouve également sur ma chaîne. Allez, ceci dit, nous, on continue. Et on continue justement avec ce fichier-ci. Ce fichier-ci, eh bien, c'est un fichier de code qui n'est pas en Python pour le coup, mais en GDScript, le langage qui est vraiment adapté à Godot. Et l'avantage quand même, c'est qu'il est très très proche de Python. La logique est la même, la façon d'écrire les choses est la même dans 90% des cas. Donc c'est parfait. Et ici, eh bien, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a des blocs qui commencent par func, suivi d'un nom, etc. Là aussi, eh bien, ça, ce sont ce qu'on appelle des fonctions. Ce sont des morceaux de code qui vont être lancés à différents moments. Ici, la fonction ready va être lancée en fait tout simplement quand votre objet va apparaître à l'écran, va être créé. Donc imaginons que la pièce apparaisse quand on lance le jeu, eh bien s'il y a du code là-dedans, ça sera effectué. La fonction process va être effectuée à chaque fois qu'une image sera calculée sur votre jeu. Donc vous savez que votre jeu, ce n'est jamais que des images qui passent très très vite, une trentaine d'images par seconde à peu près, parfois plus. Eh bien à chacune de ces images, le code effectué ici sera exécuté. Nous, on a besoin de plus. On a besoin de venir exécuter en fait du code quand notre pièce touche quelque chose. Eh bien ça, on va le faire directement. On va cliquer sur pièce qui est ici. Et à droite, vous voyez qu'on a l'inspecteur, comme d'habitude, avec toutes les propriétés de l'élément qu'on choisit. Mais ici, on va retrouver un élément nœud. Et quand je clique dessus, eh bien, je retrouve tout un tas de petits éléments ici. Eh bien, ces éléments ici, c'est justement des fonctions qui pourront être lancées à certains moments dans votre jeu. Donc, le nom est généralement assez explicite. Je veux dire, par exemple, renamed
va s'exécuter si le nom du nœud est changé. Paf, ça exécute renamed. Par exemple, nous on a besoin de ce qui est relatif à cette ARIA 2D. On clique et là aussi on a tout un tas d'éléments. Et là on va choisir Body Entered. Là ça correspond à quoi? Bien, ça correspond à un corps, un body, est rentré dans cette zone. Et justement, notre joueur, c'est justement un caractère body 2D, donc c'est parfait. C'est un corps physique, ça va fonctionner parfaitement et c'est ce qu'il nous faut ici. Donc on va double-cliquer dessus et ça nous donne une fenêtre qui nous propose de l'ajouter. On n'a rien à changer ici et on clique sur Connecter. Ce qui se passe maintenant dans le code, si on regarde à la suite, c'est qu'on a maintenant une nouvelle fonction qui est onArea2D Body Entered. Donc c'est une fonction qui sera exécutée quand on va venir rentrer justement dans cette zone-ci. Voilà, on rentre dans cette zone-ci, pouf, le code est exécuté. Donc on revient dans cet onglet script et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce mot-clé qui est ici, qui est pass. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien dans la fonction et qu'il ne faut juste pas l'effectuer. Donc c'est là par défaut et on l'enlève si on n'en a pas besoin. Donc on enlève pass et on commence à écrire. Et ici on va écrire quoi? On va écrire print, ouvrez la parenthèse, ouvrez le guillemet et on va écrire collision avec la pièce. Tout simplement. Ça va nous permettre d'afficher un petit message dans la sortie, donc la petite console que vous voyez juste ici dans votre interface. Notez de bien être sur cet onglet sortie. Nous avons besoin maintenant de voir si ça marche. On fait un coup de CTRL-S. On revient dans niveau 1. On passe dans la vue 2D. Et on s'assure que la pièce est bien ajoutée au jeu. On fait un coup de play pour voir. Là, c'est parfait, ça fonctionne. Alors, vous ne voyez peut-être pas directement, mais ici, on voit bien qu'il a été marqué collision avec la pièce dans le terminal. Et d'ailleurs, il a été marqué plusieurs fois. Pourquoi? On relance et on voit, ça a été marqué ici, mais aussi quand il a touché nos tuiles qui sont ici et qui nous servent de niveau. Donc, au final, c'est bien, mais il va nous falloir détecter maintenant si c'est le joueur qui est touché ou justement si c'est la tilemap. Alors, pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va revenir toujours dans notre script. Et ici, dans notre script, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ce qu'il y a dans print juste ici. On va juste laisser les parenthèses. D'ailleurs, j'en profite pour le préciser aussi, il faut savoir qu'en programmation, la façon d'écrire des choses a son importance. On verra ça d'ailleurs dans le méga tuto à fond. Mais par exemple, sachez que print ici, la façon avec laquelle on écrit, c'est celle-ci. Il est hors de question de mettre un P majuscule par exemple. Ça serait tout à fait autre chose. Et d'ailleurs ici, il nous met une erreur. Il nous dit fonction print not found in base self. Ça veut dire qu'il ne connaît pas cette fonction. Bien, c'est normal. Elle n'existe pas, mais print avec un P minuscule, elle existe. Maintenant, je vais à l'intérieur de cette parenthèse et je vais marquer tout à fait autre chose. Je vais marquer body.name. Et on voit ce que ça fait. CTRL-S. Et là aussi, pareil, la façon avec laquelle j'écris est importante. Hors de question d'avoir des guillemets ici. Pour ce code-ci, on lance play. Et là, vous voyez, qu'est-ce qu'il me dit? Il a fait une collision avec caractère body 2D, avec tilemap layer, etc., etc. En fait, il m'indique maintenant les noms qui se trouvent ici, dans ma scène, justement. Donc, pour faire bien d'ailleurs, je vais le renommer. Caractère body 2D, je double-clique et je vais l'appeler joueur, voilà, parce que c'est l'élément de notre joueur. J'enregistre. Et d'ailleurs, ici, caractère body 2D, je vais le renommer aussi, et je vais aussi l'appeler joueur dans la scène, comme ça, si je le mets dans d'autres niveaux, ça sera automatiquement le nom qui sera affiché ici. Je relance, et là, je vois que c'est bien marqué joueur, et ça, c'est parfait. Pourquoi? Parce que maintenant, je peux aller dans mon script,
et utiliser ce body.name pour justement faire une comparaison. Donc pour ça, je viens à la suite de ma fonction ici, juste après les deux points, et je fais Enter. Ça m'arrive au même niveau. Et ici, je vais marquer if, et là, je vais mettre body.name égal joueur entre guillemets. Et après les guillemets, je rajoute un deux points, et je viens enfin sur cette ligne print body.name, et je mets une tabulation. Il faut savoir qu'en GDScript, les tabulations sont super importantes. Pourquoi? Parce que c'est les tabulations qui disent justement ça fait partie de tel bloc de code. Ça veut dire qu'ici, au niveau de la fonction, la fonction, vous voyez bien que c'est tout le code qui est ici, qui est exécuté, si on rentre dans cette fonction à un moment donné. Eh bien, je mets au moins une tabulation pour dire, ok, en dessous de ça, tout ce qui est tabulé une fois fait partie de ma fonction. Et là, j'ai une condition qui va lancer une ou plusieurs lignes de code en fonction. Et on a un deux points, et bien là c'est pareil, après le deux points, je vais mettre une tabulation pour dire que ok, ce code-ci fait partie de ce if-ci. Vous voyez, c'est juste une habitude à prendre. Dans d'autres langages de programmation, ça peut être des accolades, etc. Et ça vous force à avoir un code lisible. Donc ça, c'est très bon. On enregistre et on reteste une nouvelle fois. Voilà, on voit que ça marche, hein. Il me met bien joueur et il ne détecte maintenant que la collision avec mon joueur. Donc c'est parfait, on n'a plus maintenant qu'à faire en sorte de détruire la pièce quand elle est ramassée. Et plus tard, voilà, dans la fin de ce tuto, on viendra créer un score qui s'augmentera petit à petit, chaque chose en son temps. Je vais venir à la suite de print au même niveau de tabulation et j'ai maintenant besoin de la fonction de GDScript qui me permet de supprimer un élément. Et cette fonction, c'est queue_free. Voilà, exactement de cette façon-ci. Ça me permet de dire que ce qui est lié à ce script, en l'occurrence c'est la pièce, est supprimé quand on est lancé. Et là, c'est parfait. On relance, on voit ce que ça donne, hop, et vous le voyez bien, ça touche et ça supprime. Donc ça, c'est parfait. On a vraiment une première partie de la mécanique. Voilà, j'enregistre ça. Pour l'instant, on va en rester là pour la pièce. On viendra finaliser ça plus tard. On va juste voir que dans le niveau 1, maintenant, si je reviens sur le niveau et si je reviens sur la 2D, si je viens mettre maintenant plusieurs pièces, un peu partout comme ça, dans le niveau, et que je relance play, voilà, on peut maintenant venir ramasser nos pièces tout à fait tranquillement. Et ça montre aussi l'avantage, on va dire, de ces scènes qui sont totalement réutilisables. Vous voyez, hop, je peux en placer maintenant autant que je veux. Et mon jeu commence vraiment à ressembler à quelque chose ici. Ok, maintenant qu'on commence à avoir les mécaniques principales du jeu, il y en a une qui nous serait aussi bien utile, c'est de gérer la mort de notre personnage quand il saute dans le vide ici. Hop, on voit qu'en fait il ne se passe rien. Dans le jeu, il est juste en train de descendre pendant très très longtemps. On doit quitter notre jeu et on ne peut rien faire d'autre. Donc ce qu'on va faire ici, simplement, c'est créer justement une zone dans laquelle, quand notre perso touche la zone, on sait qu'il est dans le vide et donc du coup, qu'on doit relancer le jeu. Et donc pour ça, on va aller dans scène, nouvelle scène. Et là, ce qu'on va créer avec le petit plus, ça va être une area 2D. Voilà, comme on a déjà créé précédemment. On va faire, là vous l'avez compris, une zone qui nous permettra de détecter que notre perso, il est dans le vide, il est mort. Donc on double-clique et on va appeler ça zone vide ou zone reboot, par exemple, pour relancer le jeu. Bien sûr, comme on est sur une area 2D, il nous faut une collision. On clique sur plus et on va chercher la collision. Collision shape 2D. On crée. Cette forme, on va la dessiner. Shape, on clique et on va dessiner un rectangle. Voilà, on peut venir l'ouvrir assez bien, voilà, faire une assez grande zone. Et la placer ici au centre, comme ça, voilà, c'est plus simple à positionner. C'est bon, on a notre zone de reboot.
Mais maintenant, eh bien, il nous faut coder justement ce que ça va faire. Et donc pour ça, on va simplement venir créer un nouveau script, zonereboot.gd, on va le mettre dans le dossier script. On ouvre, on crée, voilà, on commence à avoir l'habitude. Et comme pour la pièce, on va aller dans les nœuds, sélectionner notre zone de reboot et reprendre le body entered qui va fonctionner très très bien. On double-clique, connecter, ça l'ajoute. Et ici maintenant, ce qu'il nous faut faire, grosso modo, c'est juste relancer le jeu. Donc pour ça, en fait, il nous faut charger le niveau, la scène qu'on a créé ici, le niveau 1. D'ailleurs, tant qu'à faire, donc je suis sur l'onglet niveau 1, je vais renommer aussi note 2D, je vais l'appeler niveau 1. Et pour recharger notre niveau, eh bien, on a une fonction qui est toute prête, bien évidemment. Celle-ci, ça sera get_tree.reload_current_scene. On enregistre avec CTRL-S. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à enregistrer et à le placer dans le niveau. Donc CTRL-S pour enregistrer la scène. Zone reboot, c'est parfait, on enregistre. Et maintenant, dans mon niveau 1, je vais prendre ma zone reboot et la placer sur le niveau. Voilà, je peux la placer juste un petit peu en dessous de la mer, comme ça, ça nous laisse le temps de traverser la mer avant d'avoir un reboot directement. On fait play. Et ici, on voit que tout fonctionne. Et maintenant, on a un jeu qui est rejouable à l'infini. On voit bien, d'ailleurs maintenant, l'utilité de ces triggers, de ces areas 2D qui sont traversés et qui permettent bien souvent de lancer un code, d'effectuer une action. Et c'est ce qu'on fait ici également, un peu comme on l'avait fait avec la pièce. Ok, ça commence à devenir vraiment super bien maintenant. Je vous propose d'attaquer l'animation de marche et donc changer l'animation de notre sprite du joueur en fonction des actions, et ici en fonction de l'action de marcher. Alors pour ça, ce qu'on va faire, simplement, c'est qu'on va resélectionner notre joueur. D'ailleurs, on peut passer vraiment dans la scène du joueur pour le sélectionner, et ensuite aller dans Animated Sprite 2D. Ici, en cliquant sur le sprite animé, directement, vous avez l'animation qui commence à revenir ici. Ici, dans ce cas-ci, on en a déjà une, l'animation idle, qui n'est pas vraiment une animation, vu qu'elle n'a qu'une seule frame. Mais l'idée est là, on va pouvoir en créer une nouvelle. Pour ça, vous avez un petit plus ici, ajouter une animation. Et là, cette animation, je vais double-cliquer et je vais l'appeler marche. Je valide avec Enter. Et je vais cliquer sur le même endroit que tout à l'heure, ajouter des images depuis une feuille de sprite. Ici, je vais récupérer dans mes assets le sprite sheet du joueur et je vais faire comme tout à l'heure, je vais venir redécouper correctement 7 en largeur et 3 en hauteur mes feuilles de sprite. Ensuite, il me suffira de sélectionner les sprites liés à la marche. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ajouter celle-ci, celle-ci et celle-ci. Vous voyez que quand je clique, ça sélectionne. Si je reclique, c'est l'annule. Donc j'ajoute ces trois-là. Et j'ajoute 3 trims. Là, on voit que ça marche assez bien, mais par contre, il y a un petit lag, puisque là, on a les jambes bien ouvertes. Là, elles se referment. Là, elles sont l'une sur l'autre. Et puis, on revient directement à 0, qui sont très ouvertes. Donc, on va avoir besoin, dans ce cas-ci, de rajouter une dernière fois celle-ci. Et donc on reclique sur le même bouton, on reprend la même sprite sheet, là normalement elle est de nouveau bien découpée, et on reprend une dernière fois celle du milieu. On ajoute une trim, et là c'est bon, l'animation elle est bien fluide. Donc je peux enregistrer avec CTRL-S. D'ailleurs si je relance le jeu à présent, play, on voit qu'il est sur la première animation, en tout cas sur la première frame, parce que là aussi l'animation elle ne tourne pas. Là, j'ai besoin de faire un genre d'autoplay, de la lancer directement. Et donc, simplement, je vais cliquer sur ce bouton-là, lecture automatique au chargement. Si je relance le jeu maintenant, je suis bien dans mon animation de marche. Maintenant, on a deux problèmes. Le premier, qu'on avait déjà de base, c'est qu'il regarde toujours dans la même direction. Donc, il va falloir le changer.
Et le deuxième, eh bien, c'est qu'on reste, même quand on est immobile, sur l'animation de marche. Donc ça, c'est un autre problème. On commence par le tourner du bon côté en fonction du mouvement. Et pour ça, on va revenir sur toujours le joueur et sur son code. Et ce qu'on va faire à présent, c'est de venir sur le fichier, bien sûr, du joueur. Parce que bien sûr, les fichiers ici, eh bien, sont tous les fichiers de votre projet, et donc attention d'être bien sûr sur le bon fichier. Sur le fichier du joueur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Animated Sprite 2D et on va maintenir CTRL. Et on le glisse ensuite en haut de notre code. Maintenant CTRL, ça permet de créer une référence à ce node-ci, justement. Et donc là, ce qu'on lui dit, c'est que maintenant, dans le script, on va pouvoir manipuler ce Animated Sprite 2D. Entre guillemets, tout ce qui est ici, dans les propriétés, plus encore d'autres choses, eh bien on va pouvoir le modifier directement depuis notre code. Et ça, c'est super bien. Pour ça, il faudra à chaque fois faire référence au nom qui était donné ici, notamment Animated Sprite 2D, dans ce cas-ci. Maintenant, regardons un petit peu comment fonctionne ce code-ci, qui est en fait le code qui manie la direction et le mouvement depuis le début de notre jeu. On voit en fait qu'on a une variable direction, donc une variable c'est un petit espace de données, qui à chaque fois va récupérer le mouvement. Et en soi, le mouvement, ça sera -1 pour aller vers la gauche, 0 pour aucun mouvement, et 1 pour aller vers la droite. Voilà, une valeur dans ce style-là. Et ensuite, dans ce code-ci, eh bien, le mouvement est appliqué. Et donc, entre le moment où on récupère ce mouvement et où il est appliqué, eh bien, on peut réutiliser cette variable direction, cette valeur, pour positionner correctement notre sprite. Et donc pour ça, on va réutiliser de nouveau une condition. Et on va dire if direction est plus grand que 0. 2 points. Dans ce cas-là, on va faire une référence à Animated Sprite 2D. Et on va faire point dessus. Et on va mettre flip h, flip underscore h, pour faire une symétrie justement sur cette Animated Sprite. Et on va dire égal false. Là, il est dans la bonne direction. Plus grand que 0, c'est vers 1. 1, c'est vers la droite. Et notre petit bonhomme, il regarde vers la droite. Donc ça, c'est parfait. La nouveauté, c'est qu'on va refaire un retour à la ligne pour rajouter elif, else if. Si le premier n'est pas vrai, alors le deuxième, on teste si c'est vrai. Et là, on va dire que si la direction maintenant est inférieure à 0, dans ce cas-ci, on va mettre que animated underscore sprite 2d.flip h est égal à true, à vrai. Donc dans ce cas-ci, en fait, le flip h, qui est une propriété qui gère la symétrie, en gros, de notre petit bonhomme, soit elle est à false, il n'y a pas de symétrie, soit elle est à vrai, symétrie, il regarde vers la gauche. On teste ça, on enregistre, on lance le code. Et parfait, on voit que maintenant, notre petit bonhomme, il regarde dans la bonne direction. Et ça, c'est vraiment cool. Maintenant, par contre, on aura juste besoin de jouer la bonne animation. Est-ce que je suis en train de marcher ou est-ce que je suis arrêté et est-ce que j'attends? Et c'est ce qu'on va voir immédiatement. Pour ça, on va rester un peu dans la même logique. On va toujours utiliser Animated Sprite et on va utiliser une nouvelle conditionnelle. Donc pour ça, on va à la suite. On enlève maintenant la tabulation. Vous voyez, on a une condition ici, on a une condition ici. On va encore en faire une nouvelle à la suite. Et ici, on va dire if, toujours direction, on va dire égale 0. Dans ce cas-ci, la direction égale 0, on appuie sur aucun bouton, ça va ni à droite ni à gauche, on ne bouge pas. 2 points. Dans ce cas-ci, on va dire animated sprite 2d.play pour jouer une animation. Et on va ouvrir un guillemet et mettre le nom de l'animation. Et le nom de l'animation pour notre Animated Sprite 2D. On en a deux. C'est idle et marche. Donc, s'il ne bouge pas, ça sera l'idle. Et sinon, retour à la ligne, on enlève la tabulation. Dans ce cas-ci, else, 2 points.
animated sprite 2D.play et on jouera cette fois-ci l'animation marche. CTRL S pour enregistrer, on teste et on a bien notre animation cette fois-ci qui fonctionne parfaitement. On voit que ça marche très très bien. Alors on pourrait aussi ajouter des animations de saut, etc. Je vois qu'il y en a dans la sprite sheet. Bon, on va garder les choses simples dans un premier temps. L'idée c'est vraiment que vous commenciez à être à l'aise et à comprendre les concepts fondamentaux. Mais en soi, là je pense que vous devriez commencer à trouver tout ça vraiment cool. En tout cas de plus en plus, et j'espère. Ok super, maintenant notre jeu il a bien avancé ici. Et ce qu'on aimerait, eh bien, c'est que les pièces elles tombent pas directement comme ça, une à une, mais que justement on ait un petit spawner qui fasse tomber les pièces petit à petit. Et c'est ce que je vous propose de faire maintenant dans cette partie. Pour ça, je vous propose d'enlever les pièces qui se trouvent ici. Elles étaient là plus pour la démo, donc n'hésitez pas à sélectionner l'ensemble ici. Vous pouvez très bien cliquer sur la première, maintenir Shift sur le clavier et cliquer sur la dernière. Ça sélectionne du premier à là où vous cliquez. Attention à ne pas sélectionner d'autres choses par contre. Faites un clic droit et choisissez ensuite supprimer. Parce que le but du jeu maintenant, c'est de faire spawner nos pièces. Et donc pour ça, bien, vous l'aurez certainement deviné, on va de nouveau recréer une nouvelle scène. Et ici, on va créer un nœud racine scène 2D. En fait, le nœud racine scène 2D, il contient quoi? Il contient principalement juste un transform, c'est-à-dire une position, une rotation et éventuellement une échelle. Ici, on va le renommer directement en spawner. Et en fait, c'est le point, qui sera ici, duquel les pièces vont être, entre guillemets, instanciées. Donc, c'est vraiment l'idée de ce petit point-ci. Donc, comment est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, on enregistre, premièrement, on va l'appeler spawner, très bien comme ça. Et maintenant, eh bien, sans plus attendre, on passe au code. On lui ajoute un script. On va le mettre dans le dossier des scripts. Et ce spawner, on va le créer de façon très générale pour spawner un petit peu tout ce qu'on veut. Ce qu'on fait ici directement, c'est qu'on va créer une fonction pour spawner une pièce. Donc on va faire func, fonction personnalisée qu'on ajoute et qu'on appellera spawn, tout simplement. On ouvre, on ferme la parenthèse, c'est obligatoire quand on définit une fonction, même si on met rien dedans. On rajoute 2 points. Et ici, on va faire des choses. Pour l'instant, on va mettre pass. Voilà. Comme ça, on la laisse vide momentanément. Là, on a besoin de lui dire quoi spawner. Et pour ça, on peut utiliser @export, suivi d'un espace. Et là, on déclare une nouvelle variable. Donc, un peu comme tout à l'heure, qu'on avait utilisé justement la variable direction. Là, pour le coup, on en crée une nouvelle à nous. Et pour le faire, on met simplement le mot-clé var. Et on va lui mettre objet underscore a underscore spawn. Ici, on rajoute un 2 points et on rajoute packed scene. Tout simplement. On enregistre avec CTRL S. Pourquoi? Parce que maintenant, si on retourne dans notre niveau 1 et qu'on revient sur notre scène 2D, CTRL S, on peut venir rajouter la scène spawner, juste ici par exemple, dans un premier temps. On va les symboliser par ce point. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est que dans nos paramètres, on a objet à spawn. Et là, on peut simplement venir prendre notre pièce et le glisser ici. Vous voyez l'idée? Dans notre script, on a créé en fait un paramètre qu'on peut venir contrôler depuis l'éditeur. C'est ça l'idée de cette ligne aussi. Et ça, c'est défini par le @export qui est juste ici. Ça, le @export veut dire en gros, ben voilà, on va afficher l'option dans l'éditeur et tu vas pouvoir mettre ce que tu veux ici. On pourrait spawn des zones de reboot par exemple. Bon, ça n'aurait aucun sens, mais on pourrait le faire. Donc on revient dans notre script et pour bien comprendre le reste de la ligne, le var est là pour dire on crée ça, une variable qu'on peut réutiliser plus tard. Objet à spawn, ben, c'est le nom de la variable. Et ensuite, un 2 points, et ensuite packet scène, ça veut dire ben voilà, on te donnera une scène dans l'éditeur. En gros, c'est ce que ça veut dire. Maintenant,
on peut faire notre fonction spawn à proprement parler. On va reprendre objet à spawn et on va utiliser la méthode dessus, instantiate. Cette méthode me permet à chaque fois de créer une scène, dans ce cas-ci, l'objet à spawn, donc la pièce. Ce qui est intéressant, c'est de le mettre dans une variable, var pièce égale objet à spawn. Comme ça, je peux venir remodifier la position de l'élément. Pour ça, je vais faire pièce, point, position, et je vais dire égale global underscore position. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Global position, c'est la position justement de l'élément du script, donc dans ce cas-ci, le point qu'on a placé. Et pièce, point position, c'est la position de la pièce. On lui dit que il faut mettre cette pièce, une fois qu'elle est spawn, à cette position globale. On enregistre. Donc, si on lance le code à partir de maintenant, eh bien, on voit qu'il ne se passe strictement rien. Et ça pour deux raisons. La première, c'est que notre fonction, on l'a créée, mais à aucun moment on l'appelle. Et ça, c'est un problème. Donc, pour changer ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on doit l'utiliser à un endroit. Ici, on a vu précédemment qu'on a deux fonctions qui sont ready et process. Et donc, la fonction process, par exemple, peut s'exécuter à chaque frame. Et donc ici, on peut rajouter la méthode spawn. Donc on l'appelle à chaque frame. Bon, ça va nous créer un déluge de pièces et on corrigera ça par la suite, mais au moins on comprendra bien. Cependant, toujours à ce moment-ci, si je lance mon code, là on voit qu'il n'y a toujours rien qui se passe. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on a spawn justement un objet, on a défini sa position, il nous reste une dernière chose à faire et c'est de l'ajouter dans la scène correspondante. Donc dans la même scène au final que notre spawner. Donc pour ça, on va faire get underscore parent, ouvrez, fermez la parenthèse, point, add underscore child. Ouvrez la parenthèse, et cette fois-ci, on ajoute la pièce. On enregistre, et cette fois-ci, on peut lancer notre code. Et là, on voit que ça nous balance des pièces, mais à une vitesse fulgurante. D'ailleurs, si je ne les collectionne pas, hop, on voit que on est vite très envahi par ces pièces-ci. Mais en tout cas, on est bien parce qu'ici, on a créé toutes les pièces que l'on souhaite. Maintenant, eh bien, il nous suffit de différencier un petit peu ça, d'ajouter par exemple un petit timer pour ne pas le lancer à chaque fois, mais pourquoi pas toutes les secondes. Et donc maintenant, ce que je vous propose de faire, toujours sur notre spawner, c'est justement de gérer ce délai, bien évidemment. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans notre spawner et on va ajouter de nouveau un node, et cette fois-ci, ça sera un timer. Le timer, comme son nom l'indique, sera un genre de compte à rebours. Donc je vais cliquer sur créer, et vous voyez qu'ici, je peux avoir un temps d'attente. Donc le wait time. Je vais cliquer sur auto start, comme ça, il est activé directement, et je retourne dans mon script. Cette fois-ci, je vais créer une référence au timer, donc je vais faire comme tout à l'heure. Je vais prendre mon timer, je maintiens contrôle et je le glisse dans le code. Et donc là, il nous dit on ready, on a à présent un timer. Et si je sélectionne mon timer, que je vais dans les nœuds, eh bien je retrouve justement des éléments qui vont m'intéresser, notamment timeout. Là, je double-clique, je connecte et ça ajoute dans mon code on timer timeout. Et ici, bien justement, je peux utiliser ça pour venir utiliser ma fonction spawn. Donc, quand le timer est épuisé, eh bien, je spawn tout simplement. Et pour le process, je vais le remplacer maintenant par pass pour ignorer justement et pas avoir un spawn de pièces toutes les frames tout simplement. On enregistre, CTRL S, et on clique sur Play. Voilà, on voit que les pièces tombent maintenant à intervalles réguliers. Donc là, c'est parfait. Il ne nous reste plus, à présent que ça fonctionne, à revenir sur la conception du monde, sur mon niveau. Maintenant, ce que je peux faire simplement, c'est créer plusieurs spawners comme ceci, vu que c'est réutilisable. Je peux clairement y aller.
Donc je prends un deuxième spawner par exemple et je le mets ici. Alors attention, si je lance play, le jeu va planter. Pourquoi? Il nous le dit ici, cannot call method instantiate on a null value. Au niveau du script, en fait, sur le deuxième spawner, là je vais faire arrêt, parce que c'était la détection d'un bug. Si on regarde un petit peu ce qui se passe dans le spawner 2, au niveau de l'inspecteur, object à spawn, eh bien il est vide. À chaque fois, on doit lui remettre justement la pièce à spawner. Et là, ça va fonctionner. Simplement, si on ne veut pas trop s'embêter, on peut très bien les dupliquer. Donc faire un clic droit sur un des spawners bien configuré et choisir dupliquer. Je vais dupliquer plusieurs fois et mettre maintenant différents spawners à différents endroits du niveau. Alors, on les voit pas trop bien, c'est parce qu'ils sont vraiment empilés l'un sur l'autre. Mais quand vous passez au-dessus, on voit qu'il y en a deux encore d'empilés. Voilà, on les met bien, comme on veut. Et maintenant, quand on lance le jeu, on voit que ça commence à fonctionner tout ça. Alors on voit qu'il y a un petit bug aussi justement, qui est très intéressant, c'est qu'à un moment on voit que le niveau se recharge. Et pourquoi ça? Parce qu'à un moment donné, vous voyez, il y a une pièce là qui tombe, hop, et elle traverse la dead zone justement. Là on n'a pas vérifié que ce qui traversait cette dead zone, c'était justement notre joueur. Donc ça, c'est aussi un petit bug qu'on va pouvoir régler. Bon, chaque chose en son temps, on va d'abord terminer ce qu'on était en train de faire. Ici, on voit que ça fonctionne quand même relativement bien sinon. Et ici, le seul truc qui rend le machin moins bien, c'est que ils sont tous réglés sur le même spawn, sur le même temps de spawn. Et c'est ça qui rend le truc un peu trop régulier. Moi, j'ai envie de modifier justement le timer de chaque élément. Eh bien, je vais choisir un spawner, admettons le 6 ici, et à droite, je ne retrouve pas mon timer, qui est justement un nœud enfant du spawner. Mais si j'ai envie de le modifier quand même, je fais un clic droit sur spawner et je choisis enfant modifiable. Et d'ailleurs, je peux le faire sur le reste des spawners. Voilà, tout simplement. Ça me permet d'avoir accès au timer et de venir modifier la durée de chaque timer, tout simplement, pour avoir des durées très différentes en fonction du timer. Maintenant, si je relance play, on voit que ça commence vraiment à le faire. Peut-être que j'ai réglé un petit peu trop rapide. Mais sinon, l'idée est là. Alors, on va augmenter un petit peu la valeur des timers. 3 secondes pour celui-ci, 6 secondes pour celui-là, 7 pour celui-là. Je pense pas que ça serait sympa en dessous d'une seconde. Là, c'est pas mal. C'est le genre de micro-ajustement qu'il faut faire assez régulièrement. On fera un peu de finition par la suite, mais là on voit que c'est déjà nettement mieux. Ok, et à présent que notre jeu fonctionne déjà assez bien, on a vraiment le déplacement du perso, la possibilité de venir récupérer les pièces, eh bien ce qu'on peut faire maintenant, eh bien sûr, c'est s'occuper du score. Et donc on est parti, pour ça on va de nouveau créer une nouvelle scène, et cette scène, eh bien du coup, je vais lui ajouter un nœud principal, et ce nœud, ça sera simplement un node. Donc le node, c'est quoi? Bien, c'est vraiment le prototype de base du nœud. On va juste y retrouver simplement la possibilité de le scripter. On ne va pas avoir une position, etc. Voilà, juste la possibilité de le scripter, mais c'est là où on va stocker ces informations, entre guillemets, pour la totalité du jeu. Donc on va appeler ça un game manager, par exemple, ou un level manager, comme vous voulez. Je vais le renommer tout de suite, je vais l'appeler game manager. Ce que je vais faire à présent, c'est venir ajouter un script directement dans ce game manager. Donc, ce script, de nouveau, je vais le placer dans mon dossier script. Et c'est parti, je crée ce script.
au niveau du script, on va avoir besoin d'une donnée qui va contenir notre score, 1, 2, 3, 4, 5, etc. et qui va augmenter à chaque pièce ramassée. Donc pour ça, on va créer nous-mêmes une variable. Pour ça, on fait var. C'est pour dire qu'on crée une variable. On va dire que c'est le score et que par défaut, il vaut 0. Voilà, ça c'est la base et ça nous permet d'avoir un score qui est exploitable. On a à présent besoin d'une fonction qu'on va venir ajouter à la suite et qu'on va également créer nous-mêmes. Fonction qui sera augmenter underscore score. On rajoute bien une parenthèse ouvrante et fermante et un 2 points. On appuie sur Enter et on vient écrire ce qu'on a besoin d'écrire à ce niveau-ci. Et là, ce qu'on a besoin de faire, c'est d'augmenter le score tout simplement. Donc on va marquer score plus égale 1. Entre guillemets, ça veut dire le score, on l'ajoute de 1. On aurait pu aussi écrire ça comme ceci, score égale score plus 1. Ça fonctionne également. On donne une nouvelle valeur à score avec le symbole égal. Et cette valeur, c'est quoi? Ça sera le score ajouté de 1. Si on ramasse une pièce, on gagne un point. Dans un deuxième temps, ce qu'on peut faire, tout simplement, c'est pour vérifier que ça fonctionne, faire un coup de print, score. Là, on est bon au niveau du code et on va enregistrer notre scène, fichier, scène, enregistrer la scène. On appelle ça Game Manager, c'est très bien, on enregistre. Et cette fois-ci, ce qu'on peut faire, c'est venir au niveau du niveau 1 et placer notre Game Manager sur notre scène. Donc on vient en 2D, le Game Manager, on le place où on veut. En soi, il n'a pas vraiment de position, donc on glisse juste sur le niveau, mais juste on va le déplacer et le mettre un petit peu comme ça. Au départ de la hiérarchie, au niveau organisation, c'est quand même mieux d'avoir le Game Manager, le joueur, les maps, etc. au-dessus, et ensuite les éléments de jeu entre guillemets. Mais maintenant, le tout, ça va être de lancer notre code, parce que pour l'instant, si on vient simplement jouer avec notre jeu, on a bien la fonction qui existe, on a bien cette variable score qui existe dans notre niveau maintenant, mais on n'a pas encore vraiment la possibilité de l'exploiter. On voit que ça ne fonctionne pas encore. Donc c'est pas grave, je vais quitter ça. Et ce que je vais faire maintenant, c'est, entre guillemets, lancer dans le script cette fonction-ci depuis le script de la pièce qu'on retrouve ici. Donc pour ça, je vais bien sur le script de la pièce et je viens de la suite de mon code. Ce que je pourrais faire, c'est venir sur niveau 1, prendre le Game Manager, le glisser en maintenant contrôle pour l'ajouter sur mon script qui est ici. Ça, c'est parfait et ça me permet d'avoir accès à ce Game Manager. Et du coup, l'intérêt surtout maintenant, c'est que je peux venir lancer ce script-là depuis le Game Manager. Donc je vais reprendre la ligne print body.name qui était là vraiment pour la démo, pour montrer que ça fonctionne quand on touche. Mais si effectivement la pièce touche le joueur, on va pouvoir augmenter le score vu que le joueur aura ramassé la pièce. Et pour ça, on va faire un coup de game underscore manager point et on va utiliser la fonction qu'on a écrite justement précédemment dans ce script-là, qui est la fonction qui est ici augmenter score. On met bien les parenthèses ouvrantes et fermantes, on enregistre, mais si on lance notre code à présent, ce qu'on peut voir, c'est qu'on va avoir une erreur au moment où justement cette fonction est appelée et l'erreur s'affiche ici en nous disant qu'en gros il n'a pas trouvé le nœud justement Game Manager. Donc on va faire un stop et on va justement revenir en haut de ce code-ci. Et là en fait ce qu'il faut comprendre c'est que cette façon d'appeler un nœud, elle va être utile à partir du moment où en fait le nœud qu'on essaye d'appeler est un enfant, comme ici là par exemple, enfant parent, du nœud principal. Donc si j'avais un script sur niveau 1 par exemple, à ce moment-ci, je pourrais aller chercher n'importe lequel de ces nœuds. Là, c'est pas le cas. Nos deux nœuds en question sont en fait frères dans la scène. C'est-à-dire que le Game Manager est ici et la pièce, elle, elle est ici quelque part à la suite appelée par le spawner. Donc, ça, quelque part, ça va poser problème. Nous, ce qu'on aura besoin de faire à ce stade-ci, c'est de remonter au niveau de la scène et d'aller chercher justement notre Game Manager. Alors pour ça, on a la méthode qui s'appelle get_parent
ouvrir, fermer la parenthèse, qui nous ramène en fait, vu que la pièce est ici à la suite, elle nous ramène au niveau 1. Ensuite, on va faire un coup de point, et on va chercher get underscore node. On ouvre la parenthèse, on ferme la parenthèse, on met des guillemets, et on vient supprimer ce qu'il y a à la suite, et on va remarquer Game Manager, le nom du nœud qu'on recherche ici. Voilà. Ça peut être un peu tricky au départ, et comme pour beaucoup de choses, il faudra prendre le temps de s'habituer un peu. Ceci dit, maintenant on peut enregistrer, et quand on relance notre code, eh bien ici, on voit que ça fonctionne. Vous le voyez d'ailleurs ici, dans le terminal, avec notre score qui s'affiche. Donc ça, c'est très bien. C'est vraiment ce qu'on cherchait à faire. Ok, à présent on est parti pour s'occuper du score à proprement parler. Et pour ça, on va créer une nouvelle scène. On revient en 2D, scène, nouvelle scène. Et cette fois-ci, eh bien, ça sera notre score. Donc on va ajouter directement. Et on va chercher ici, après un node qui s'appelle label. Le label, c'est le node pour ajouter du texte. Et on clique sur créer. On a à présent un petit champ ici, champ qui pourra être complété par du texte. Et bien le score, notamment, il va commencer par 0. Voilà. On a un petit score de 0. L'intérêt, par contre, c'est qu'on peut venir ici modifier pas mal de paramètres. Le label settings qui est ici, je peux cliquer et cliquer sur nouveau label settings. Maintenant, quand je clique, je peux modifier pas mal de choses, notamment la police ici dans font, et venir choisir la police que j'ai envie. Je peux venir en charger une si je le souhaite. Là, je vais la laisser par défaut. Par contre, je vais augmenter la taille. Je vais mettre ça assez grand. Je vais mettre 60 pixels. Voilà. Ça, c'est pas mal. J'enregistre, CTRL S. Et là aussi, la scène, je l'appelle label. Ça, c'est bon. On enregistre. J'aurais pu mettre score. Enfin, passons. D'ailleurs, je vais l'appeler score. Pour ça, je vais double-cliquer ici et renommer ça en score. Et au niveau du fichier, je retourne dans ma scène et je trouve label.tscn, clic droit, renommer, et je le renomme score. CTRL S pour enregistrer. Et maintenant, bien sûr, on va créer un nouveau script. Et ce qu'on peut faire à présent, c'est revenir dans le niveau et placer le score quelque part, voilà, quelque part par ici, par exemple. Je vais le placer, voilà, ici, par exemple, dans la brique qui est là. Je pourrais le mettre ailleurs, c'est vraiment pas un souci. À vous de voir ce que vous préférez. Bien, maintenant que nous avons le texte qui est ici, d'ailleurs, ce qu'on va faire aussi, maintenant qu'il est placé, c'est revenir dans la scène, changer l'alignement horizontal, et le passer de gauche à center. Voilà, ce sera plus beau comme ça. On enregistre, on revient sur le niveau, on voit que la modification s'est propagée, et on va le placer comme ça, ainsi on est sûr que ça reste bien centré, et ça sera plus joli également. Voilà. Là, ça fonctionne. Mais maintenant, si je lance mon jeu, eh bien encore une fois, on voit que le score est présent. Mais cette fois-ci, eh bien, on a besoin de le modifier parce que pour l'instant, ça le modifie uniquement au niveau du terminal, au niveau de la petite console. Pour ça, on peut très simplement venir au niveau de notre Game Manager parce que, après tout, c'est lui qui gère ça pour l'instant. Et on va dans le script. On va dans le script du Game Manager, et si pour l'instant le score augmente de 1 à chaque fois et est ensuite affiché dans la console, là on pourrait venir modifier le texte du label, et c'est ce que nous allons faire. On va faire un peu comme tout à l'heure, on va reprendre notre score et venir le glisser dans le script en maintenant CTRL. Ici, il nous donne une erreur, pourquoi? Parce que là on essaye de déclarer 2 fois la variable score. Ici, c'est le score proprement parlé, la donnée. Et ici, c'est le score, le label qui est présent ici. Donc je renomme ça score label. Voilà, ici, il le fait un peu différemment. Il pointe directement le fichier, entre guillemets, par un lien. C'est pas l'idéal, mais on va pas tellement s'attarder là-dessus. L'idée, c'est vraiment de simplifier. Ici, si ça marche, mais sachez que c'est quand même pas, dans l'absolu, le top du top de faire comme ça. Mais bon, ici, on est vraiment dans la découverte. Alors, maintenant que ça marche et qu'on a notre score label qui est accessible, donc notre petite écriture ici, eh bien on va revenir dans notre fonction augmenter score, et là on avait print score qui l'affichait simplement dans la sortie ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir modifier justement le texte du
label. Donc on va aller dans score label, score underscore label qu'on a appelé tout à l'heure, et il faut savoir qu'il a une propriété texte qu'on retrouve d'ailleurs dans l'inspecteur, si on choisit le score ici. Voilà, c'est cette propriété-là. Généralement, si vous avez une propriété texte, ça sera utilisable en programmation. Et vous voyez que si je passe d'ailleurs ma souris au-dessus, à chaque fois il marque propriété et il donne le nom avec lequel je peux l'appeler au niveau de mon code. Donc ici, si je suis sur texte, on voit qu'il met propriété texte. Donc là, voilà un peu d'où ça vient et comment vous pouvez trouver ce qui vous intéresse. Donc là, score label, et score label, ça sera égal à quoi? Ça sera égal au score. Mais attention, si je fais ça comme ça, là je fais un CTRL S et je lance, on va voir qu'on va avoir également une erreur. Et voilà, elle est arrivée. Pourquoi? Parce que notre score, c'est ce qu'on appelle un integer, un nombre entier en programmation. Encore une fois, je vous fais une petite ref au méga tuto si ça vraiment ça vous intéresse et que vous avez envie d'aller plus loin. Et le score label.text, lui, ce qui s'attend, c'est du texte. Et donc, c'est pas tellement compatible. Heureusement, on a une fonction qui s'appelle str, ouvrez la parenthèse, on met score dedans, on ferme, et cette fonction-là va vous permettre en fait de convertir votre nombre ici en texte, tout simplement. Donc là, je fais pause, je relance avec play, et ici, on peut voir que ça fonctionne bien, et qu'on a à présent notre score qui est mis à jour. Donc là, ça commence vraiment à devenir sympa. Et au relancement de la scène, si je tombe, voilà, notre score retombe à 0, et on est reparti bien pour une nouvelle partie, justement. Et donc ça, c'est super cool que ça fonctionne comme ça. Et maintenant que notre gameplay est présent, à part les petits bugs qu'on va devoir résoudre, notamment la pièce qui déclenche le relancement du jeu, on verra ça encore un tout petit peu plus tard, mais je vous propose de commencer à vous attaquer à la musique. Ok, pour le son, la première chose qu'on va faire, c'est de prendre les deux fichiers que je vous ai préparés, coin.mp3 et le titlescreen.mp3, et on va les glisser dans Assets. Voilà, Godot les a importés et on peut maintenant travailler avec. Donc ce que nous allons faire à présent, c'est qu'on va aller sur notre scène et on va directement créer un nœud. Et ici, on va chercher après Audio. Et on va prendre un Audio Stream Player. On clique sur Créer. Et ici, le fonctionnement est assez simple. On va prendre notre 8-bit title screen et venir le glisser dans Stream. On va également cliquer sur Autoplay pour lancer la lecture dès le départ. Et enfin, dernière chose, vu qu'on aura besoin que ce son boucle dans notre jeu, on va double-cliquer sur 8-bit title screen ici dans les assets et on va activer la lecture en boucle. Et on clique sur réimporter. Là, on est bon et on peut relancer notre jeu. Pour le bruit de la pièce à présent, l'idéal serait de venir, par exemple ici, sur le script de la pièce, et de venir l'ajouter, par exemple, au moment où le joueur rentre en collision avec. Cependant, si on fait ça, ce qu'il ne faudra pas oublier, et c'est un peu la façon de penser qu'il faut avoir parfois, c'est que le Q3 qui est ici se déclenche juste après. Et donc, il viendrait supprimer simplement toute la scène qui est ici, la scène de la petite pièce, sans avoir le temps de jouer justement le petit son de ramassage. Donc, on va faire un peu autrement, et la méthode idéale pourrait être de créer une scène, etc., avec un lecteur audio spécialement pour les VFX, ça pourrait être parfait. Mais nous, ce qu'on va faire pour gagner un peu de temps, c'est qu'on va utiliser notre Game Manager qui se trouve juste là. Donc le Game Manager, au final, pourquoi pas lui ajouter tout simplement un Audio Stream Player qu'on va créer. Hop, et on va dans le script du Game Manager. Au niveau de ce script aussi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'Audio Stream Player, on maintient CTRL, on l'ajoute dans le script du Game Manager. Toujours, faites bien attention à vous trouver dans le bon script. Si on change ici, vous voyez que ça ne change pas spécialement le script en cours d'utilisation dans cette fenêtre. Ça peut être un peu tricky, et donc faites bien attention à ça. Donc dans le Game Manager, au final, comme on a déjà la fonction augmenter score, on n'a qu'à simplement venir jouer notre petit bruit de pièce à ce moment-ci.
Encore une fois, pour un gros jeu, ça serait pas vraiment l'idéal, mais ici, on s'en sortira facilement comme ça. Donc maintenant que j'ai la référence, eh bien, en mettant à jour le score, on va en profiter simplement pour reprendre notre Audio Stream Player et utiliser dessus la méthode Play qui va nous permettre de jouer le son. Bien sûr, la chose que je ne dois pas oublier de faire, c'est de venir sur l'Audio Stream Player, de prendre le bruit de la pièce et venir le mettre dans le stream. Là, c'est bon, normalement, ça devrait le faire. On est donc parti pour faire les petites finitions et les améliorations pour transformer ce jeu en quelque chose d'un peu plus sympa encore. Et la première chose qu'on va faire, c'est résoudre le petit bug avec les pièces justement. Et pour ça, tout simplement, on va retourner au niveau du problème. Et le problème, c'est cette dead zone qui est ici et qui littéralement est activée dès que quelque chose rentre en contact avec, y compris et notamment la pièce. Alors pour ça, on va retourner dans nos scripts et on va aller voir notre zone reboot. Et ici, on a juste un peu modifié ça. Ça veut dire que à ce niveau-ci, on va pas déclencher du coup cette fonction de reload scène à chaque fois, mais uniquement quand c'est le player qui va rentrer là-dedans. Donc je rajoute un retour à la ligne et ici je vais rajouter une conditionnelle qu'on a déjà fait plusieurs fois. Vous voyez que ces structures conditionnelles, elles sont très utiles. Et on va dire que si body, donc pour rappel c'est body qui récupère en paramètre de la fonction, body.name est égal à joueur, puisque justement on a appelé notre personnage joueur. Et si c'est le cas seulement, alors à ce moment-là, on lance la fonction. Normalement, ça suffit déjà à résoudre ce premier bug. Ok, à présent que ce bug est réglé, on peut maintenant revenir par exemple sur notre pièce et aller directement sur le Rigid Body 2D pour venir apporter aussi une petite modification au niveau de la physique, parce que pour l'instant, les pièces elles tombent de façon pas super marrante entre guillemets. C'est assez répétitif et il n'y a pas vraiment de challenge. Et donc du coup ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'onglet Rigid Body 2D, avec bien sûr la pièce de sélectionner, et aller dans Physique Material. Ici, on va cliquer sur Nouveau Physique Material. Ça va nous permettre de définir le comportement de nos pièces de façon un peu plus sympa. Par exemple, si je pousse ici Bounce à 1, les pièces elles vont avoir vraiment tendance à rebondir un peu partout. Et friction, si je la descends à 0,4 ou 0,2, voilà ici, on va tester. Là, l'idée, ça sera que les pièces, il y aura beaucoup moins de friction, elles auront tendance à plus se déplacer. On peut aussi jouer sur le Gravity Scale pour réduire la gravité. Entre guillemets ici, je la mets à 0,1, ce qui va ralentir le mouvement des pièces. Et tant que nous sommes ici, on peut aussi s'occuper de la distribution de la masse. Ici, en la passant à Custom plutôt qu'à Auto par défaut. Et ça va avoir pour effet de bouger l'endroit où la masse, entre guillemets, est située sur l'objet. Par exemple, l'inertie, donc la force qu'il faut pour faire bouger justement la pièce et en faire une rotation, est calculée normalement automatiquement ici. Mais si on vient choisir ça par nous-mêmes et qu'on en met une toute petite, ouais, plutôt que 0, je vais mettre quelque chose comme 0,24, on va tester. On voit que le comportement des pièces, il devient du coup beaucoup plus sympa ici. Donc ça, vraiment c'est cool. Donc là, on commence à adapter les jeux pour qu'ils deviennent vraiment cool. Mais maintenant, si on regarde le level design en lui-même, donc si je reviens sur le niveau 1 et vu en 2D, il y a encore quelques petites choses qu'on pourrait faire. Notamment, on pourrait mettre une caméra directement sur notre personnage qui la suivrait. Et donc du coup, comme ça, ça rendrait la scène un peu plus dynamique. Aussi, on pourrait étendre un petit peu la scène et peut-être bouger un peu les spawners, les régler,
et régler aussi un petit peu les plateformes pour rendre notre level design plus sympa. Et c'est souvent ce qu'il faut faire dans un jeu, quoi. C'est penser un petit peu level design, enfin, penser énormément level design. Et premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de la caméra. Pour ça, on va ajouter avec un petit plus ici, un nouveau nœud dans notre scène du niveau 1. Et là, on va aller chercher après caméra. On va chercher la caméra 2D et on clique sur créer. Celle-ci, on va la parenter à notre petit bonhomme, mais d'abord, on va la bouger. Donc vous pouvez choisir la caméra 2D et utiliser cette icône-ci pour avoir le mode déplacement, avoir ces petites flèches qui s'affichent et venir comme ça mettre la caméra au niveau de notre petit bonhomme, tout simplement. Quand c'est fait, on prend la caméra et on l'apparente au joueur. Ça aura pour effet que la caméra va se déplacer en même temps que le joueur. On clique sur play et on voit ça. On est donc parti pour améliorer un peu maintenant notre level design. Et pour ça, je vais aller sur la tilemap layer, je suis bien sur la tilemap, et je vais prendre l'outil de sélection. Et pour ça, maintenant, ce que je fais, bien, je vais sélectionner et écarter un petit peu les plateformes. Voilà, ça va être beaucoup plus cool. On visualise aussi bien le rectangle ici de la caméra, et donc je vais essayer d'aligner plus ou moins mes plateformes par rapport à la caméra. Ce que je peux faire aussi, simplement, c'est prendre le joueur, outil de déplacement, et déplacer le joueur. La caméra, comme elle est parentée, va suivre. Et comme ça, je peux le mettre bien au centre. C'est parfait. Je reviens sur la tilemap layer, parce qu'ici, du coup, la caméra, elle va arriver hors champ avec la mer qui s'arrête, et ça, c'est un peu dommage. Et donc, ce que je vais faire, je vais continuer un petit peu l'océan, comme ça, on a un petit fond beaucoup plus sympa. Donc, je reprends la tile de l'océan. Je repasse bien sur l'outil de sélection ici, en haut à gauche, le crayon, la tile de la mer, et j'y vais pour remplir un petit peu tout ça. A noter que je peux aussi utiliser l'outil rectangle pour venir comme ça tracer un rectangle, ce qui va être beaucoup plus efficace pour venir comme ça sur des grandes zones. Voilà, encore une petite astuce. Je reprends le crayon et je reprends la partie supérieure ici de la mer. Je pense que c'était celle-ci. Voilà. Et on termine ici. Parfait. Ce que je peux faire également, c'est remplir un peu le vide ici derrière. Et pour ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recréer une nouvelle tilemap. Cette tilemap, je ne la veux pas parentée à la première, je la veux vraiment à part. Et pour ça, ce que je fais, je clique sur nulle part ici. Et je vais sur le petit plus, je cherche un tilemap layer et je clique sur créer. J'ai à présent un deuxième tilemap layer. Et celui-là, il va me servir pour le fond. Et maintenant, ce que j'ai besoin, c'est de réutiliser au final le même tileset qu'ici. Et donc pour ça, je vais me rendre sur mon premier tilemap layer. Je vais me rendre sur le tileset. Et ici, en cliquant sur la petite flèche, je vais cliquer sur enregistrer sous. Là, il m'offre la possibilité de venir enregistrer ce tileset. Et donc du coup, je vais remonter d'un niveau, je vais faire un clic droit ici et je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler tileset. Et là, du coup, le tileset, je vais l'appeler niveau 1.trs, c'est pas mal. Voilà, on n'en aura pas plusieurs sur cette vidéo de toute façon, donc pourquoi pas. J'enregistre et maintenant je vais pouvoir le réutiliser. Pourquoi? Parce que si je reviens sur le tilemap layer 2, sur tileset, maintenant je peux cliquer et choisir charger. Là, je vais dans tileset et je choisis niveau 1.trs, le tileset qu'on vient d'enregistrer, et maintenant on le retrouve ici, prêt à être réutilisé justement pour un second tilemap. Et du coup, là on va choisir, pourquoi pas, celui-ci qui nous permettra d'avoir un petit fond un peu en mode rocher, quoi. Et ça pourrait le faire. Je vais partir avec le rectangle et je viens le dessiner. Voilà, ça c'est pas mal. Ouais, je vais encore en faire un petit peu. Voilà.
Mais là, le problème, bien sûr, c'est qu'il a recouvert mon autre tilemap. Et bien ça, c'est moins fou, parce que là, j'ai envie de voir le jeu. Eh bien, simplement, si je vais dans la propriété ordering ici, on a bien choisi toujours le tilemap layer 2, je vais retrouver un z-index. Le z-index, c'est assez simple. Au plus c'est élevé, au plus ça sera dessiné devant les autres. A l'inverse, si je le mets en négatif, ici je mets en -1, par défaut c'est à 0, eh bien ça sera derrière le reste. Donc ça me permet, ce z-index, de gérer l'ordre d'affichage de tout ça. Un z-index de 0, eh bien ça vient mettre au niveau normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça met devant. -1, -2, -3, ça met derrière. Et donc ici, si je fais play, j'ai bien ma map qui s'affiche. Et enfin, pour parfaire, parce que la caméra descend, je vais venir un petit peu ici au niveau de la mer. Donc dans mon tilemap layer 1 et continue encore un petit peu. Ici, hop. Outil rectangle, et je viens tracer vers le bas, comme ça. On n'a plus cette transition où on tombe dans le vide à un moment donné, on est toujours dans la mer quand le personnage tombe et meurt. Et donc là, c'est parfait. Je vais peut-être juste revenir dans le tilemap layer 2, parce que là, on voit qu'on est plutôt sur une tile qui est là pour faire un coin, ça donne un petit peu moins bien. Je pense que celle-ci pourrait largement mieux donner. Et donc du coup, outil rectangle, on vient dessiner. Ouais, ça donne super bien. On clique sur play. Et là, on voit que le jeu est devenu déjà plus intéressant. Ok, la dernière chose que j'aimerais voir avec vous aussi à ce niveau-ci, c'est le debugger qui se trouve ici. Dans le debugger, vous avez pas mal d'informations par rapport à votre jeu, etc. Et notamment les erreurs. Et tout ce qui est en rouge, eh bien, c'est une erreur. Ici, les erreurs que vous devriez trouver, principalement, sont dues à un petit problème dans le tileset. Pour ça, on peut venir double-cliquer simplement. Et qui dit tileset, eh bien, on va aller voir ce qui se passe précisément. Voilà. Ici, il n'y a rien de critique, entre guillemets, mais ça peut être bien d'aller le régler. Et pour ça, eh bien, on va retourner dans notre tilemap layer, aller voir le tileset, et ici, on peut voir effectivement qu'on a un petit point d'exclamation. Généralement, les petites erreurs, les petits soucis, vous seront signalés à ce niveau-ci, et donc, vous aurez la possibilité de venir les régler. Et souvent, ça vous indique comment. Ici, il nous dit vous pouvez supprimer cette tuile en utilisant l'option retirer les tuiles en dehors de la texture dans le menu 3 points. On va dans le menu 3 points et on fait retirer les tuiles en dehors de la texture. Voilà, c'est bon, ça change rien, mais ça ne prend pas ici des tuiles qui avaient en fait la moitié d'une image qui était juste là. Donc là, c'est bon. CTRL S. Et dans le debugger, on peut venir maintenant vider les erreurs. Ici, normalement, si on relance le jeu, on voit maintenant que dans le debugger, on a juste quelques petites indications ici, mais rien de grave, et on n'a plus rien en rouge, donc c'est parfait. On est nickel à ce niveau-ci. Et donc, parlons de l'export à présent. Ici, ce qu'on va aller faire dans un premier temps, c'est aller dans Éditeur et choisir Gérer les modules d'exportation. Ça, c'est important parce que les modèles ne sont pas installés par défaut directement pour rendre l'éditeur plus léger. Et donc, on va cliquer sur Passer en mode en ligne pour les installer. Là, on va laisser les choix par défaut et on va choisir Télécharger et Installer. On attend un peu parce que, comme vous le voyez, on a 1 giga à télécharger. Donc, on laisse ça tourner et on se retrouve tout de suite. À présent que les modules d'exportation sont installés, eh bien, on va pouvoir simplement aller dans Projet et cliquer sur Exporter sous. Ici, dans les pré-réglages, on va pouvoir cliquer sur Ajouter et choisir maintenant la plateforme d'export. Nous, on va partir sur une application Windows et on va juste cliquer sur Intégrer PCK pour en faire juste un seul fichier. On voit qu'on pourrait activer l'outil RecEdit pour modifier l'icône ou les informations de l'application, mais on ne va pas aller jusque-là. Mais sinon, rendez-vous dans les paramètres de l'éditeur pour le faire. On peut venir aussi modifier le nom de l'application. On va juste choisir le chemin d'exportation. Moi, je vais venir le mettre sur le bureau. Et on lui donne le nom
que l'on souhaite. Ici, on va l'appeler MPJ, mon premier jeu. Et on clique sur enregistrer. Et on clique ensuite sur exporter le projet. Là, ça nous demande où on veut l'exporter. Moi, je vais le mettre sur le bureau. Je vais l'appeler mpj.exe et je clique sur enregistrer. Ici, après un petit temps d'empaquetage, c'est bon. On valide, on a un ou deux avertissements relatifs à RCEdit, mais c'est bon. On a maintenant notre jeu disponible. Donc on voit qu'il est juste ici, mpj.exe. On double-clique et on a le plaisir d'y jouer. Et voilà, c'est déjà tout pour ce tutoriel d'initiation sur les bases de Godot. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que grâce à ça, vous commencez à bien prendre en main le moteur. Et que faire à partir d'ici? Eh bien, je pense, ici, à partir de ce moment-ci, n'hésitez pas à suivre d'autres tutoriels, n'hésitez pas à découvrir de nouvelles choses sur Godot et petit à petit, à vous lancer dans votre propre jeu vidéo. Ça pourrait vraiment vous plaire, même s'il s'agit de quelque chose qui peut parfois être exigeant et qui va vous demander de fouiller parfois de la documentation, parfois des vidéos sur un point précis. Mais du moins, je pense que là, vous avez les bonnes bases pour démarrer et pour continuer à apprendre. Et c'est tout ce que je vous souhaite. Si la vidéo vous a plu, et bien surtout, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne, à sonner la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Si vous voulez plus de vidéos sur Godot, et bien surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pourquoi pas les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Allez, nous on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Vous étiez avec Bertrand, à la prochaine.